Bienvenue à bord du vaisseau Hyper Sans Cesse. Ok, du coup, vous avez une idée de blague d'intro ou pas hein? Non mais Ben, t'es sérieux? Bah quoi? Bon, sympa de suivre, hein, merci. Bon bah ok, bah on lance alors. Ouais, c'est parti. Comics, Outcast, Comics, Outcast, Comics, Outcast, Comics, Outcast, Comics, Outcast, Comics, Outcast. Bouilla le cri des Outcasters. 4 chroniqueurs d'enfer dans vos oreilles. Mais, attends, Samuel, t'es sérieux là? Ah, ok, de mieux en mieux. Tu nous coupes dans les intros maintenant. Mais non mais on a annulé la spéciale Tortue Ninja, je te l'ai déjà dit. Alors pourquoi on a un invité, un spécialiste des tortues ninja? Alors on a un invité, mais c'est Théo Rivière. On l'a invité parce qu'il fait partie du vaisseau et il n'y a rien à voir avec les tortues. Coucou. C'est pas lui le spécialiste des Tortues Ninja. Bon, enfin, je m'y connais un peu quand même en Tortue Ninja. Ah, tu vois? Il y a Dali, Picasso, Van Gogh, Bah, Matisse. tu vois qu'il y connaît rien. Ah, ça va, c'était une blague. Mais non mais c'est Sam là, il fait n'importe quoi, on se casse la tête, on met des mois à préparer une émission cool et il est pas capable de suivre. Eh ben voilà, ça recommence. Le petit chef de l'autocratie. Ah, quand même, c'est toujours comme ça ou Tu sais, c'est un peu particulier. Ils se tiennent un peu, ils savent que t'es là quand même. Ah. Bouya Bonjour Bouya, bonjour Bouya, bonsoir Bouya, soyez les bienvenus dans Comics Outcast, votre programme Bouya, Ben, il auditif Oh, le nul. consacré aux bandes dessinées américaines, mais pas que, ainsi que tous leurs univers, tous les 15 jours sur les ondes du vaisseau Hyper Sans Sas. Ici Benjamin Jean-Baptiste Renaud, je suis votre guide pour la soirée, je suis accompagné, ma foi, d'une fort belle tablée virtuelle, effectivement. Adepte du code, que ce soit celui de l'informatique ou de son premier métier, ou celui du vestimentaire de son second métier, plus barbu que la plus barbue de tes copines, c'est Ketrus. Oui, bonjour. Comment allez-vous, cher Ketrus? Très bien, merci. Je suis très content de faire cette émission. T'en as fait, tu te fais un petit pack là, t'en as fait plusieurs déjà. Oh là là, ouais, c'est ça. Je me fais un gros marathon comme ça Outcast. Et je Un moyen kiffe. chelem. Bah trop Un bien, moyen trop bien. Quelles sont tes lectures du moment ou tes visionnages, tes écoutes? Ah, mes visionnages, mes écoutes et compagnie. Là, je continue à lire Bliss et Big Girl qu'on avait chroniqué il y a 2 émissions, je crois. Et c'est trop cool, quoi. Voilà, ça continue. Et puis mes écoutes, je replonge pas mal dans le rock que j'écoutais quand j'étais lycéen, ado, quoi. Donc Skunk Anansi, ce genre de trucs. Voilà. Très bien, tu fumes des petits spliffs en même temps ou non? Pas du tout. Non, mais Pas tous du les tout. trucs un peu contestataires en ce moment, là, ça me... Ah, c'est bon, là, ça, c'est très bon, ça. De jeter des cailloux, très bien. Oui. Il est le pire chroniqueur, le pire homme, mais surtout le pire Anna. J'adore faire croire que je le déteste alors que je l'aime fort parce que c'est le meilleur, c'est Samuel. Bonsoir Ben Renaud. Tu vas bien? Oui, et toi? Ouais, je pense que certaines personnes pensent qu'on se déteste vraiment à force de discuter, de se travailler. C'est bien normal. Voilà, exactement. Que lis-tu en ce moment? Que fais-tu? Comment t'occupes-tu? Eh ben, confinement oblige, je me retrouve du coup à plus trop lire. Comme la dernière fois, j'ai vraiment pas le temps. J'ai ma liste qui s'agrandit au fur et à mesure parce que je continue quand même à acheter. Ça s'empile. Et ça s'empile, ouais. Qu'est-ce que je regarde? J'ai commencé la saison 2 de Mandalorian. Ah bah évidemment. Meilleure chose. De Star Trek aussi, la saison, je sais plus, on est à combien? 3 ou 4? 3 Ouais. 4, un truc comme ça, voilà. Discovery, oui, tout à fait. Et puis pareil, je me suis acheté un petit jeu, je me suis pris le Marvel Champions, le jeu de cartes qu'on avait chroniqué à un moment avec Zef, on avait joué tous ensemble, il y avait Adrien, t'étais là toi aussi Ben? On était chez toi, Ouais, c'était trop bien. Très bien mangé. Et voilà, bah, je l'ai acheté et pareil, il est sur ma pile de comics. Trop bien. Voilà, et j'ai hâte d'avoir un peu de temps pour l'essayer. Eh bien, en parlant de jeux de société, il occupe une autre partie du vaisseau habituellement. Il bouge des pions, il lance des dés, il trie des cartes, mais surtout il construit tout ça. Il a passé une tête quand il a vu de la lumière. C'est notre invité de ce soir, c'est Théo Rivière de 6388. Salut Théo. Salut. Tu vas bien? Écoute, c'est un peu l'hiver, ce moment où t'as pas la motive de faire des choses, où il fait nuit, mais ça va quand même. T'es motivé. Donc toi, t'es notre invité entre guillemets parce que comme on dit, tu fais partie du vaisseau. Mais quand on a proposé, hey les gars, les meufs, qui veut venir faire un petit comics outcast en invité entre guillemets, qui est chaud, et t'es le premier à répondre. Et je me suis dit ah bah tiens, je savais même pas qu'il était lecteur de comics. Donc t'es un lecteur de comics assidu, occasionnel pardon, ou rare ou. Je lis pas mal, mais je lis que en édition papier, et donc surtout en VF. Et donc j'ai tendance à... Si ma copine bosse en boutique de livres, en librairie, ce qui permet de lire pas mal de choses. Petit accent du sud d'un coup, on sait pas pourquoi. Que pour le mot boutique. Ok. Et donc ouais, je lis pas mal plus de mangas que de comics, mais pas mal de comics aussi. Okay. Très bien.
Et du coup, t'en lis en ce moment? Ouais, pardon. Là, je sors de... Alors, je lis des trucs pas forcément très récents en ce moment. Là, je sors d'une lecture du run de Snyder de Batman, et notamment de Batman Eternal, que j'ai vraiment adoré. Donc là, j'attaque après Batman et Robin Eternal. Trop bien. Il est 2 fois plus clavier que Christian, 2 fois plus arté que le pizza. Il aime faire de la musique en buvant une bonne bière. C'est un synthétiseur. C'est Adrien Larosé. Oui, bonjour. Ah oui, pardon, je préfère prévenir les gens, c'est sa voix normale. Je parle comme ça. Non mais c'est marrant. Tout le temps. Tu vas bien, Adrien? Il est coincé dans sa console. Ah merde, j'ai désactivé le mauvais bouton. Oui, ça va. Est-ce que tu lis des trucs, toi, rapidement, en ce moment? Bah écoute, je suis toujours sur mon début de Xbox. Voilà, mais j'en parlerai plus tard. Totalement. Ah bon? Un jour, Bah oui, peut-être. oui, non, mais on en voilà, a déjà parlé, mais voilà, oui, je vous dirai ce que sur j'en ai le pensé. Discord, Fais-le. Arrêtez. Ils sont muets, mais ils sont bien là. Ils sont à l'affût de la bonne reco, du bon mot, tout simplement que ça parte en couille. Ce sont les patronautes sur le Discord de Vaisseau Hyper Sans Sas. Coucou les patronautes, bienvenue, merci d'être là. On n'est rien sans vous, mais j'y reviendrai. Un robot futuriste et psychédélique, des carreaux harlequins rouge et noir, un astronaute qui montre sa lune, ce sont les revues. Ce sera la première partie de cette émission. Les histoires fantastiques, on aime ça. Le bon feu de cheminée, on aime ça. Les gentils toutous, on aime ça. Eh bien, on aura tout ça en même temps, plus des créatures folkloriques. Ce sera notre focus en milieu d'émission. Et un tueur espagnol qui cède des comics pour zigouiller des pauvres gens. Ce sera la fin de l'émission dans le hors les bulles. Est-ce que vous êtes prêts à commencer cette émission, chers amis, autour de la table virtuelle, ainsi qu'Adrien, ainsi que les patronautes? Oh yeah. À fond. Eh bien, Comics Outcast 155, c'est parti. Et un petit début de sifflement et on s'est rendu compte que ça allait tous nous niquer les oreilles. La personne a été gentille d'arrêter. On va commencer ces revues avec Sam, le Piranha. Oh, c'est moi. Piranha. J'explique peut-être avant, ce que sont les revues. 3 titres choisis par nos chroniqueurs, un chacun. Tout le monde lit les 3 premières issues de chaque titre et on en discute autour de la table. On aime, on n'aime pas. Pourquoi, comment, qui, quand, où. D'accord. Donc, Sam, le Piranha, va nous parler de X-Ray Robot de Michael Red, qu'on connaît bien, Madman, Silver Surfer, Fantastic Four, X-Tasix, X-Force ou même Bugs the Forager, que j'aime beaucoup, à la plume et au pinceau, publisher Dark Horse Comics, et ça est sorti en mars 2020. Il y a eu un petit hiatus, comme tout le monde le sait, avec les problèmes sanitaires. Les 2 et 3 sont sortis en septembre. C'est des problèmes de toilette. Exactement. Et donc c'est assez actuel, même si ça a commencé en mars. Le dernier est sorti en octobre. Et voilà, je te laisse la parole, mon cher Sam. Très bien. Je rajouterai juste qu'à la couleur, c'est Laura Allred, donc je suppose sa femme. Voilà, bon, tu m'as évité toute la présentation. Je vais juste rajouter aussi que ce comics, tu l'as choisi pour moi, parce que je t'ai demandé un petit... Oh si, allez, on avait dit qu'on était honnête avec les auditeurs. Voilà, alors... De quoi ça parle? X-Ray Robot. X-Ray Robot, c'est... Ah oui, en fait, d'habitude, je me disais, il y a eu un truc là. On n'a pas fait notre présentation des comics au tout début, parce que j'avais une petite blague sur le fait que je n'allais pas présenter Black Science. On a une équipe de scientifiques qui travaillent sur les mondes parallèles. Ils travaillent tous ensemble et puis on découvre un petit peu l'équipe. On se rend compte très vite qu'il y a le petit patron au-dessus qui est pas une personne bien, qui est du genre à faire des petits attouchements, des petits trucs pas cool. Et voilà, on découvre rapidement une petite équipe qui est dirigée par le professeur Max Welding, qui est donc un scientifique, et ils vont faire le test de cette technologie qu'ils ont mis en place à travers une sorte de robot du plus bel effet, tout en violet avec un bel éclair sur le torse. Et il enfile une combinaison, il enfile un joli casque et il réussit. Il se retrouve à voir ce qui se passe dans une autre dimension. Il se retrouve à être du coup pratiquement dans sa vie, sauf que il a pas la même femme, il a pas les mêmes enfants, etc.
Et il revient et voilà, tout se passe quand soudain il commence à avoir un petit peu des visions de choses qui ont l'air de se passer, on a l'impression, dans d'autres dimensions. Et donc ils continuent leurs études et arrive ce même robot, mais dans une version plus évoluée, une version qui est en fait lui qui aurait un peu fusionné avec ce robot et qui est devenu le X-Ray Robots et qui vient le chercher pour combattre le comment il s'appelle, le suprême nihiliste, c'est ça, le nihiliste ultime. Oui. Oui. Ouais, le nihiliste pas gentil, quoi. Le nihiliste pas sympa et qui veut en gros détruire l'univers et les emmène avec lui dans une course effrénée à travers les dimensions et les différents mondes. Lui et toute son équipe sont emmenés comme ça dans les différentes dimensions, à la fois essayer d'éviter de se faire attraper par le nihiliste suprême et essayer de sauver les dimensions. Voilà en gros pour le résumé. Très bien, qu'en as-tu pensé ? Écoute, j'ai trouvé ça sympa. Après, j'ai eu le sentiment que ça allait pas très loin sur ces 3 premières issues. Je trouvais que la mise en place était assez longue et que le personnage principal, surtout, il est pas très bien présenté. En fait, j'ai eu du mal à m'attacher au personnage principal. Je trouve qu'il est un peu fade. On dirait un quarantenaire un peu désabusé par sa propre vie, qui cherche à en vivre une nouvelle et qui se retrouve malgré lui au cœur d'un complot qui avec un grand méchant. J'ai trouvé ça un peu manichéen dans l'ensemble. Tu penses que c'est fait exprès ou que c'est raté ? Eh ben je sais pas encore à ce niveau-là. Je trouve que on le sait pas encore. Alors c'est pas désagréable du tout à lire. Et visuellement c'est assez beau. C'est dans un trait assez simple, assez ligne claire, mais bien travaillé. J'ai plus de mal avec sa version de lui futur qui. Je trouve le personnage, je le trouve pas forcément fou. J'aurais pas envie de l'avoir en figurine, par exemple. Très bon point. Très bon point. Par contre, il y a tout un délire assez marrant entre le jeu des dimensions. En fait, visuellement, il y a quelque chose d'assez chouette. Le monde réel est assez terne et il s'amuse à jouer avec toute une variante de couleurs pour nous délivrer un monde assez psychédélique dans les différentes dimensions. Il s'amuse pour le moment, je trouve, en 3 issues à jouer un petit peu avec ces dimensions, à jouer, à nous montrer un petit peu ce qui est possible de faire. On voit notamment à un moment un des scientifiques qui passe par les portails et qui se retrouve coupé, qui perd une main dans un portail, qui perd la moitié de son corps et puis qui la retrouve, il joue à des choses comme ça, il joue à se balader dans les univers et voilà. Après, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu cousues de fil blanc. Je trouve qu'il y a des personnages, je veux pas spoiler, mais il y a des personnages qu'on voit très vite vers quoi ils vont aller. Il n'y a pas de surprise, quoi. Je trouve que ça manque de surprise. Je trouve que ça manque un peu d'intrigue réelle, quoi. Je trouve que c'est un peu lisse dans la narration. Voilà. Mais j'aimerais bien avoir l'avis de mes petits camarades. Eh bien, justement, Théo, je te jette dans l'arène. Est-ce que c'est le genre de comics que tu as l'habitude de lire ou tu restes plutôt sur les super-héros ? Est-ce que ça t'a plu ? Qu'en as-tu pensé ? Non, c'est un peu l'inverse. Normalement, je suis plus rentré dans les comics par les trucs indés bizarres, on va dire, avant de lire des super-héros, parce qu'on m'a dit, mais si, en fait, il y a plein de trucs bien, là où j'avais un peu des a priori au départ. Exactement. Donc ça ressemble plus à un truc que j'aurais pu acheter comme ça en me disant, tiens, la couverture me donne envie, le thème a l'air barré, c'est parti. Et c'est marrant parce que je te rejoins, Sam, sur pas mal de points. Ouais. Mais j'ai presque un avis inverse sur le début, où j'ai trouvé que moi, ça allait très très vite. Il y avait un truc où... tac, il se passe un truc, puis il se passe un machin, et puis pardon, excusez-moi, j'ai pas eu le temps de retenir le nom des personnages. Ah oui, ouais, clairement. Quand on est déjà dans une autre dimension et c'est plus la même chose, j'ai un peu tout oublié. Néanmoins, l'effet, ça a été un peu le même de j'ai pas eu le temps de m'attacher au perso, j'ai pas eu le temps de comprendre trop qui était quoi. J'ai relu d'ailleurs le premier issue 2 fois pour bien tout comprendre, parce que pareil. Forcément, comme ça parle de trucs de type dimensionnel, c'est dur de se projeter, donc c'est dur de bien tout comprendre. Après, j'ai vraiment bien aimé
le deuxième issue où il se passe plus de trucs, l'univers commence à être déjà un peu installé, j'avais mieux compris ce qui se passait, donc j'étais bien dedans. Et je suis resté un peu sur le ok, bah ça va être quoi la suite à la fin du 3. Et par contre, j'ai trouvé que graphiquement, ça a déboîté vraiment très régulièrement. Il y a plein de doubles pages qui sont vraiment merveilleuses, notamment quand ils passent d'une dimension à une autre. Ou entre autres parce qu'il y a plein de couleurs et ça fait du bien d'avoir un truc où le thème est pas c'est plutôt sérieux et le traitement peut partir vers un truc même à l'heure actuelle avec 3 issues c'est dur de savoir exactement où ça va aller, mais ça peut être un peu un peu triste, ça peut aller dans pas mal de terrains. Dramatique. Et pourtant c'est très très coloré, il y a plein de couleurs, on en prend plein la gueule. Sans que ça fasse tout mode genre tribute ou années 80 un peu raté. Donc sur cet aspect-là, j'ai trouvé ça très agréable. Notamment le méchant qui m'a bien branché sur son design de ok, bah il a une tête de méchant, on rigole pas, on ne dit pas genre ou peut-être que c'est un personnage un peu subtil. Non, c'est le méchant, c'est écrit dessus. Ouais, c'est ça par contre. Qui est dommage. Enfin, si je te dis que c'est en 4 issues, que c'est une mini-série, tu me dis que c'est chaud de finir en la 4e ou est-ce que tu es déçu? J'avais pas fait gaffe à ça. C'est en 4. Ah ouais, la vache. Ah, c'est chaud. Oh là là. Ok, bah Ketru, justement, si tu dis que c'est chaud, je te donne la parole. Ouais, c'est chaud, parce que moi je pensais qu'on était parti sur un truc à la Exiles, tu vois, parce que c'est le même thème en fait, c'est comment délirer avec des univers parallèles, etc. quoi. Et après, c'est toujours la même chose, ils peuvent très bien sortir dans 3 mois X-Ray Robot avec un sous-titre, tu vois, et que ce soit une nouvelle mini-série. Mais, mais en tout cas, celle-ci est en 4. Bien sûr, ouais. Parce que là, pour le moment, ça fait que phase d'installation, quoi. On prépare, on n'a pas encore vu grand-chose, quoi. D'ailleurs, c'est la pire première page ever qu'on peut avoir sur un comics, je trouve, où on t'en met plein la gueule avec plein de textes partout, et après, ça commence à être super fun. Et sinon, c'est All Red, quoi. C'est le couple All Red, donc en fait, c'est forcément bien. C'est forcément super, quoi. Enfin, moi je suis très fan de son trait, de ses couleurs, de sa façon de présenter les personnages. Après, je comprends qu'on puisse être pas trop réceptif à ça, mais voilà, moi je trouve ça merveilleux, je trouve ça trop beau. Ce qu'il avait fait sur les X-Statics, c'est fantastique, quoi. Et voilà, après c'est vrai qu'au niveau de l'histoire, c'est pas fifou, quoi. C'est un peu je trouve ça un peu pas superficiel, mais c'est un peu mécanique. Ouais, c'est un peu. Mécanique, un peu fade. C'est une excuse pour dessiner, quoi. Ouais, mais du coup, c'est cool, quoi. C'est cool d'avoir l'excuse que All Red dessine et nous fasse ça. Et effectivement, il y a des planches de ouf. Et puis le design de son personnage, bien que ça ressemble à beaucoup d'autres personnages qu'il a déjà fait. Et d'ailleurs, il s'en amuse, parce qu'il y a des planches où il fait référence à des anciens comics et sont plus connus, que j'ai oublié, évidemment. C'est Madman. Voilà, Madman, évidemment. Et où il y a Madman, on le voit dessus. Je crois qu'aussi on voit un portrait. Je me demande si c'est pas lui et sa femme qui sont dessinés. Faut voir. Il doit y avoir plein de petits easter eggs, quoi. Donc voilà, pas une histoire qui casse pas 3 pattes à un canard, mais moi je kiffe All Red, donc voilà. De toute façon, il reste une issue, ça vaut le coup d'aller voir ce que ça donne. Absolument. Oui, ce serait dommage de ne pas lire le. D'accord. Vous recommandez quand même, ou est-ce que vous pensez que c'est pour un public qui va forcément à fond dans la science-fiction, ou peut-être à fond dans les robots comme Grégo, ou est-ce que tout le monde c'est accessible? Le robot, moi j'ai vraiment eu le sentiment qu'il était un petit peu là par. Comment dire Par défaut? Ouais, qu'il n'y avait pas franchement besoin qu'il soit là. C'était plus. Je pense que c'était une envie. Plus qu'un réel besoin à l'histoire. Donc, est-ce que le robot est utile? Je sais pas. Franchement, si c'est en 4 issues, s'ils font rien après, c'est quand même assez chaud, quoi. Ça raconte pas grand-chose. Ok. Du coup, tu conseillerais plutôt autre chose Non, c'est pas désagréable à lire. Tu peux le lire. Tu passeras pas un mauvais moment, ça c'est sûr. Et puis 4 issues, c'est bon, quoi. Dans une vie, tu peux lire 4 issues. Les gars, vous conseillez aussi, vous recommandez ou plutôt bof? Si t'aimes pas la SF, non, n'y va pas. Et si t'aimes pas le trait d'All Red non plus. Par contre, si t'es fan d'All Red, vas-y à fond, quoi. Mais j'ai très peur des 4 issues, encore une fois. On lira la 4e et puis on dira. Vous nous direz sur le Discord ou sur les réseaux sociaux. Tout à fait. Très très bien. Merci beaucoup pour cette review, Sam. Merci de vos avis, les petits copains. On enchaîne avec la deuxième revue de cette soirée. Eh bien, c'est Théo, notre invité, toujours entre guillemets, parce que c'est un semi-invité, qui va se lancer dans l'exercice de la chronique. Et il a choisi Arline,
de chez DC Comics. À la plume, je pense qu'on dit Stéphane, mais c'est Stéphane. Ah, vas-y, va le prononcer. Stéphane Sedjic. Impossible à dire. Il y a beaucoup trop de voyelles. On va dire qu'il s'appelle Stéphane. Hein. Je pense qu'il est slave ou en tout cas qu'il est dans un pays de l'Est. Il est croate. Il est croate, voilà, très bien. On le connaît pour Sunstone, coucou à tous les coquins, Witchblade ou Darkness. Il était coloriste à la base et puis il a fait du comics, notamment par amour pour Witchblade. DC Comics, c'est sorti. C'est pas tout à fait nouveau, mais en même temps, on a le droit de se faire plaisir, surtout un invité, entre guillemets. C'est sorti en décembre 2019 en VO et c'est sorti en juin 2020 en VF chez Urban. Il y a 3 issues en tout et chez Urban, ça coûte 19€. Je te laisse la parole, Théo. Ouais, tout à fait. 3 grosses issues, puisque ça fait un gros tome, notamment sur le format aussi, qui est... alors que moi, j'avais pas l'habitude, qui est plus grand. C'est embêtant. Ah oui, je l'ai pas dit, c'est le DC Black Label, donc c'est vrai qu'ils font des formats un peu rigolos. Ouais. Et donc 3 fois 60 pages. Et donc Stéphane Sedjic, j'ai cherché un peu sur internet comment bien le prononcer, Stéphane, mais je suis pas certain. Mais bon, mes sources et mon croate est un peu rouillé, je le parle pas très bien. Qui nous offre une série qui est presque un remake de Mad Love de 93. Alors je regarde mes notes parce que je suis mauvais en nom d'auteur, mais de regarde tes notes. Et Bruce Timm, sur donc une origin story de Harley Quinn. Qui donc s'appelle encore Arline au début du comics et qui donne le titre du coup au bouquin également, avec cette dimension, une histoire qu'on connaît déjà, mais j'y reviendrai. Je trouve qu'il joue bien sur le fait qu'on la connaisse déjà. Donc de la jeune Arline Quinzel, docteur, contrairement à Mad Love, plutôt affirmée et intelligente, en psychiatrie, qui a développé une thèse sur l'empathie, enfin l'absence d'empathie chez les psychopathes comme une maladie auto-immune. Et le bouquin commence sur elle qui présente ça à plein de financiers des grosses pharma qui clairement sont absolument pas intéressés par son truc parce que c'est trop compliqué et que ça ne va pas rapporter d'argent, donc on s'en fiche. On en suit une assez belle scène où elle se balade dans la rue quand tout d'un coup, parce que c'est Gotham et il se passe des choses, le Joker lance une attaque, Batman arrive, bim bam boum, il lui casse la gueule, il le renvoie à Arkham. Mais il se passe plusieurs choses que je vous spoil pas, mais qui fait que la jeune Arline est quand même un peu choquée, traumatisée par ce truc. Qui est un autre aspect que j'ai bien aimé, c'est on a vraiment un aspect la vraie vie de Gotham où au final, clairement, si moi je me balade pépouche chez moi et que d'un coup il y a un psychopathe qui arrive et Batman qui lui casse la gueule, je sais pas si je ressortirais parfaitement indemne. En même temps, tu sais qu'il y a des super-héros. Oui, ça peut m'aider un peu à appréhender le truc. Et derrière, et je m'arrêterai là après pour l'histoire, mais on est encore sur un morceau que normalement vous avez un peu en tête si vous suivez les origin story de ces personnages. Un mystérieux investisseur, en l'occurrence Bruce Wayne, décide de mettre un peu d'argent dans la thèse de la jeune Arline, qui a l'air quand même intéressante comme ça, de combattre le crime et de s'interroger sur les psychopathes. Et donc grâce à cette bourse fraîchement acquise, elle peut commencer ses recherches en allant interroger tous les fameux super vilains en ayant une accréditation pour aller à l'asile d'Arkham. Donc elle rentre, elle commence à discuter un peu avec tout le monde, mais évidemment il y a un patient qui va un peu plus l'intéresser, en la personne du Joker. Vous l'avez évidemment un peu en tête, parce que c'est pas un grand secret. C'est bien fait. Ouais, c'est pas mal amené. Et ça, c'est un des trucs que j'ai vraiment bien aimé. C'est dès le départ, dès la première page, clairement, Stéphane, notre ami, nous dit « Ok, c'est l'origin story d'Harley Quinn, vous la connaissez, de près ou de loin, je vais vous la re-raconter, mais promis, je sais que vous la connaissez, et donc je vais pas vous raconter des petits détails que vous pourriez en avoir un peu soupé. » Qui était un truc qui, moi, me faisait peur un peu au départ de ma lecture, de me dire, cette histoire, je la connais déjà, est-ce que j'ai envie de la relire une nouvelle fois, bien que, et j'y reviens un peu après, le trait soit assez merveilleusement beau, à mon avis. Oh là là. Avec un aspect qui est intéressant aussi par rapport à la relecture de Mad Love. Donc j'ai relu Mad Love en préparant cette chronique. J'ai lu Mad Love d'ailleurs, parce que je l'avais en tête, mais je ne l'avais pas lu. Et il y a un vrai aspect assez intéressant en termes de progression des personnages. Et j'étais assez étonné par le traitement d'Harley Quinn dans Mad Love, où c'est vraiment la bimbo qui couche avec son directeur de thèse pour avoir une bonne note et sortir de la fac, et qui derrière est à ce côté un peu trivial, pas très fort en fait. Là où moi j'avais un peu en tête le personnage d'Harley Quinn comme un personnage féminin assez marqué, assez costaud. Entre autres parce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps
le Batman de Sean Murphy, où elle a un personnage qui est quand même très très marqué et qui est assez chouette. Et donc là, j'étais contente de retrouver cet aspect-là du personnage qui s'en sort parce qu'elle est plus maligne que les autres et qui malgré tout se fait un peu manger par la société. Il y a une sorte de running gag qui représente assez bien ça. Elle s'appelle Harleen Quinzel, mais tout le monde se plante tout le temps dans son nom. C'est toujours Harleen Quinzel, Harleen Kinrell. Elle arrive dans son bureau à Arkham et c'est pas le bon nom sur la porte. Vraiment, tout le monde s'en fout parce que c'est la jolie blondinette. Elle est là et puis c'est pas si important que ça. Sur le traitement, on est clairement sur un truc adulte. Tu le disais, Ben, mais moi je connaissais Stepan Sejic surtout pour Sunstone, que vous chroniquez dans Comics Outcast 39. Il a fait ses devoirs, oh là là. Je parie que c'est Zef, non Oui, et c'est Zef, tout à fait. Mais en plus, oui, Black Label, de toute façon, c'est accès adulte, quoi qu'il arrive. Même si là, c'est clairement pas érotique, hein, c'est très très suggéré. Mais je trouve que, et d'ailleurs il en fait quand même un peu des caisses, mais on retrouve bien Stepan dans cet aspect-là où Harley elle est vraiment très très jolie, le Joker il est super beau gosse, on croise un moment Lucius Fox, il est vraiment beau, tout le monde est beau, tout le monde est beau, Alfred pas trop, qu'on voit furtivement, mais à part ça clairement tu te dis un peu genre tout le monde genre les beaux gosses là c'est un beau casting quoi. Bruce Wayne il est pas ouf. Tu trouves ? Ouais, alors ça tient peut-être de son teint gris. J'ai presque l'impression qu'il est mort quand on le voit pratiquement pas. On le voit qu'à la fin. Mais ouais, je trouvais qu'il, je sais pas, il m'a fait bizarre. Voilà. Vas-y Sam, je te coupe la parole, donne-moi ton avis. Non, je vais laisser Théo terminer peut-être. Non, moi j'aime bien rebondir. Si tu veux dire un truc, je suis chaud. Non, voilà, c'était juste par rapport à Bruce Wayne que j'avais pas trouvé très très beau non plus. Voilà. Mais du coup, si vous trouvez que c'est très bien dessiné et que des persos sont moches, c'est que c'est fait exprès, d'une certaine manière. Oui, clairement. Il y a pas de raté. Je pense que le seul truc qui des fois m'a un peu dérangé sur le trait, sur le dessin, c'est il y a ponctuellement une colo et Stepan il fait tout. Il fait la colo, il a fait toutes les covers, toutes les variantes covers. Il est au scénario, il a vraiment tout fait. Et parfois, la colo fait, je sais pas comment bien le dire, et Ben, tu me corrigeras si je le dis mal, mais vraiment très très numérique. Il y a des fois un peu gros trait à la palette, limite speed painting, qui m'a un tout petit peu dérangé. Des fois, ça fait un peu genre, je suis allé vite et puis j'en avais un peu marre, donc j'ai vraiment pris le temps. Tu vois la broche, déborder la peinture. Photoshop, quoi. Ouais, d'accord. Ouais, clairement. Il y a des moments où c'est un peu moi ça m'a gêné vraiment, en fait c'est très très beau, c'est très léché, les couleurs sont vraiment bien lissées, t'as quelque chose de très joli, il a un trait très assuré, alors c'est un style, ça marche plutôt bien dans l'ensemble. Il y a des moments où vraiment c'est un peu chelou. J'ai une case qui me revient en tête où Harley, du coup, avec une blouse, ça tombe vraiment bizarrement. On a l'impression qu'il a pas fini. Et il laisse régulièrement la couleur déborder au-delà du trait. De façon plate. Ça peut, en fait, j'aime bien si ça veut dire quelque chose, si c'est, s'il y a une logique derrière ça. Il y a des moments vraiment, comme dit Théo, on dirait juste qu'il a laissé déborder et qu'il a pas nettoyé derrière, quoi. Et ça fait vraiment bizarre avec le traité ultra léché qu'il y a dans le personnage. C'est assez étonnant. C'est dommage parce que à certains moments, franchement, ça fait sortir du comics. Tu vois l'effet numérique, tu vois le boulot, de ce truc que tu voudrais nettoyer toi, quoi. Alors que je le rappelle, il est coloriste à la base, donc effectivement. Non, mais c'est un tueur, c'est super beau. Ouais. Si on pinaille un peu avant que Truss pinaille beaucoup, j'ai trouvé que les expressions du visage étaient ponctuellement. En fait, il a un truc qui est extrêmement fort et que j'avais déjà bien aimé dans Sunstone, c'est il gère vraiment bien tout ce qui est l'aspect érotique du jeu de regard, le petit sourire, le truc. Clairement, il peut dessiner un visage où tu te dis c'est un peu émoustillant parce que ce petit regard là, il est pas mal. Il y a des suggestions. Ouais, clairement, et sur ça, il le maîtrise, je trouve vraiment de ouf. Mais à l'inverse, des fois sur des mots plus sur la tristesse, sur la colère, sur le dégoût, ponctuellement, c'est presque un tout petit peu cringe. Ça m'a fait des fois des trucs de j'arrive pas à bien lire cette expression du visage. Le contexte me permet de comprendre ce qui se passe, mais ça me venait pas forcément directement à la lecture du visage du personnage. Que Truss, je te laisse dire à quel point t'as trouvé ça pas beau.
Absolument pas. Non, je trouve qu'il a un trait. Non, c'est vrai. Je trouve qu'il a un trait incroyable. Non, mais c'est vrai. Je trouve qu'il a un trait incroyable. Franchement, c'est mortel. Sa mise en page, elle est nickel. Ses compositions sont très bonnes avec les zooms qu'il fait sur les pages, etc. Il y a même des moments, il y a des cadrages qui sont dingues. La baston au tout début, avec les ombres dans la fumée, etc. C'est super beau en fait. Mais la colorimétrie, ça m'a gêné. Mais le truc, c'est que je trouve ça beaucoup trop propre. En fait, et le fait que ce soit hyper propre, hyper lisse, très. En fait, il fait ce qu'on attend. Un peu. Je sais pas si c'est très clair. C'est-à-dire que quand Batman, par exemple, vient péter la gueule au Joker, la façon dont il saute, tout ça, en fait, c'est un peu comme Jim Lee faisait sur Batman aussi. C'est très très propre, c'est très lisse. Et en fait, moi, je trouve que du coup, il y a plus de vie et il y a pas de. Et ça manque. Je vais me faire trop statique. Dessus. Ça manque de personnalité. La vache. Je trouve que ça manque de personnalité. C'est pas statique. Il est très bon là-dessus, je te dis. Et pareil, sur ses mises en page, je trouve qu'elles sont très très bonnes. C'est très beau. Même au niveau de la lecture et la compréhension de l'histoire, c'est parfait. Ouais, c'est ça. Ça manque un peu d'un brin de folie, comme dirait Regan sur le Discord, quoi. En fait, ça. Je sais pas, c'est trop lisse, c'est trop propre. Et ouais, je trouve ça. Ce qui est un peu paradoxal, parce que si ça parle de la santé mentale et des gens qui partent en vrille, c'est vrai que c'est trop sage. C'est trop sage, ok. Du coup, pour rebondir là-dessus, en fait, moi, le point qui, graphiquement, on n'est pas encore entré dans l'histoire, mais graphiquement, le point qui me gêne, c'est clairement le Joker. En fait, je trouve qu'il est beaucoup trop beau gosse, beaucoup trop lisse. Je ressens pas la folie du tout dans ce personnage. Et ça m'a gêné. Je retrouve pas du tout un Joker tel que je l'imagine, quoi. Ah, justement, ça m'a bien embarqué, moi, ce côté Joker un peu beau gosse, lover, émo, avec son torse nu et sa peau blanche. Mais à la rigueur, on choisit ce chara design, ça marche. Mais dans le regard, en fait, le regard du Joker, je vois rarement de la folie, en fait. Il y a quelques images où j'ai eu l'impression de voir le Joker de Joaquin Phoenix à quelques moments. Mais au-delà de ça, non, je trouve que je l'ai trouvé très trop lisse, trop gentil, trop trop prince charmant, quoi. Et du coup, je trouve que ça perd un petit peu de cette relation, en fait, le fait qu'Harley Quinn puisse aimer un monstre tel que lui, et ben ça en perd parce que finalement il est beau et du coup ça donne une raison de s'attacher à lui autre qu'en fait elle est capable de voir au-delà de ce qui peut être réellement et puis lui aussi de sa capacité de manipuler. Mais moi ça m'a gêné, vraiment ça m'a gêné le manque de folie dans le Joker. Très bien. Des choses à rajouter peut-être, des choses que vous avez notées, des choses qui vous ont choqué. Moi sur l'histoire j'ai trouvé très très malin le fait qu'on fasse le parallèle entre elle qui mène sa thèse sur l'empathie et sur comment on entre dans la folie, comment on devient un psychopathe ou un sociopathe, avec son développement à elle et elle qui entre dans la folie. En fait, c'est cette mise en abîme que j'ai trouvé très intéressant. Les personnages, je les ai tous trouvés très creusés, très chouettes. En parallèle, il y a un autre personnage qui se développe, c'est le personnage d'Harvey Dent, et je trouve ce qu'ils en ont fait est très 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 bien aussi. Et j'ai trouvé que la manière dont ils amenaient pas mal de choses était vraiment dont il amenait les choses était vraiment à la fois subtil et vraiment maligne et en fait j'ai vraiment passé un bon moment en le lisant, c'est vraiment chouette, hein. Moi je vous dis, à part ce défaut du Joker que j'aurais voulu avoir moins lisse, j'ai vraiment trouvé ça très très bien. C'est une belle lecture, les personnages sont bien repris, bien remis en scène, et il prend le temps, en fait, c'est surtout ça, il prend le temps d'entrer dans sa folie, c'est pas juste un grain de folie qui arrive. Et pour tous les personnages qu'on va rencontrer, que ce soit ceux qui vont devenir fous ou ceux qui le sont déjà mais qui le montrent moyennement et dont on va découvrir au fur et à mesure cette folie, je trouve que c'est très subtil et vraiment chouette. Non, un super titre. Ketrus, un truc à rajouter? J'ai une dernière question pour Théo ensuite. Ouais, moi j'ai pas réussi à rentrer dedans.
Je pense que me suis dit tiens, encore une origin story, et du coup je pense que c'était pas le bon moment, et du coup j'ai pas réussi à rentrer dedans. Par contre, j'ai trouvé que c'était super bien écrit. La scène au début où justement elle parle de sa théorie sur les serial killers, sur les psychopathes, je trouve ça c'est magnifiquement écrit. Quand le Joker se fait casser la gueule par Batman aussi, c'est comment son introspection et la façon dont elle décrit ses sentiments et ses émotions, c'est magnifique, quoi. Et du coup, je pense que je le reprendrai plus tard, je sais pas quand, mais ouais. Mais j'ai pas lu les 200 pages, ça c'est clair. Très bien. Avec une dimension qui est... Avant que Ben, je te laisse me poser une question. Vas-y. Avec une dimension Cutrus où je te rejoins, t'en parlais pour le dessin, mais c'est aussi vrai, je trouve, pour le scénario, peut-être qu'il manque un grain de folie dans le sens où c'est l'origin story d'Harley Quinn qu'on connaît déjà. En parallèle, on nous parle de personnages qu'on connaît déjà. Il y a assez peu de surprises, en fait, j'ai trouvé. Mais en termes de qualité de réécriture, on va plus loin, ça approfondit mieux, c'est plus actuel que Mad Love, et j'ai trouvé que ça amenait vraiment ce côté de c'est très plaisant. Si j'avais pas connu toutes ces histoires, ça aurait été vraiment mémorable, mais je connaissais déjà un peu tout, en fait. Justement, tu réponds partiellement à ma question. Ma question, c'était, est-ce que si on n'a rien lu d'Harley Quinn, ou qu'on n'a même pas vu le dessin animé, ou qu'on n'a pas lu Mad Love, est-ce qu'on peut quand même comprendre ce qui se passe, ou est-ce qu'il nous manque des trucs ? Je pense qu'on peut comprendre. Faut avoir un peu l'aspect... faut connaître un tout petit peu la mythologie de juste... Harley Quinn, c'est la pote du Joker. Enfin, la pote. On dirait une mauvaise série télé. Ils sont colocataires. Donc, elle traîne le Joker, il faut avoir cet aspect-là un peu en tête. Mais au-delà de ça, je pense que c'est une bonne introduction à l'univers, pour le coup. Donc ça veut dire que si quelqu'un connaît pas du tout, il rentre dans un comic shop ou dans une librairie et qui dit « Ah tiens, la couve, elle est sympa » et qu'il l'achète, ou elle l'achète, elle connaît pas du tout Harley Quinn, il y a même pas un petit résumé en début d'issue ou en début de... Si on sait rien du tout, on est là sous les yeux. Non, mais t'as pas besoin, puisque c'est de toute façon une origin story, donc tu peux partir et tu vas découvrir toute son histoire. Après, tu connaîtras pas forcément bien le personnage d'Harley Quinn. Tu connaîtras plus celui d'Harley, puisque elle devient véritablement Harley que à la toute fin de l'histoire, quoi. Et on n'a pas du tout d'entrée dans l'univers d'Harley Quinn. C'est vraiment l'histoire d'Arline, si on veut bien séparer les deux personnages. Très bien. Mais bon, juste pour souligner parce que c'est aussi important, et je pense que non, en fait, c'était pas le cas dans l'édition américaine, c'est certain, mais l'édition Urban est vraiment particulièrement soignée. Elle est ouf. Urban, ils sont la couverture est chaud, très belle, le format est vraiment parfait. Et là, il y a un petit cahier à la fin qui raconte un peu la genèse du truc, parce que Stephen Sejic, il a commencé à faire un peu, comme lui, il est très webcomics. Il a commencé un peu à griffonner des trucs d'Harley et du Joker, un peu pour le plaisir, pour un peu faire ses preuves. Après, on a des extraits directs de trucs, de chapitres qu'il a fait pour Suicide Squad. Et pour la première fois qu'il a dessiné officiellement le personnage d'Harley Quinn, et donc où on sent qu'il pose un peu son chara-design. Et à la fin, pas mal de trucs sur son process graphique et sur les potentielles suites qui n'auront pas lieu parce qu'il a quitté DC depuis, mais il avait à un moment un projet notamment sur Poison Ivy qui m'aurait bien fait kiffer. Très bien, donc globalement on recommande qu'on connaisse l'édition française. C'est plaisant. Oui, en plus recommandons l'édition française qui est... elle est vraiment chouette. Très bien, écoutez, ça me va très bien. Théo, tu étais parfait. Je ne sais pas si tu as aimé faire cette chronique, mais moi je t'ai trouvé parfait. Je me suis beaucoup amusé, oui. Ce n'est pas fini. Gentil. Comics Podcast 155, ça continue. La dernière review de la soirée, c'est Ketrus qui nous la propose avec le titre Supernote, dont il va nous parler. À l'écriture, Michael David Nelson, il est également au crayon. On le connaît pour The Book Champions of the Wild Weird West chez 215 Inc., qui est un éditeur que je ne connaissais pas. Je crois qu'on n'a jamais chroniqué quelque chose de chez eux, qui est un peu comme Image Comics, c'est-à-dire qu'ils ont que des créateurs owned, des titres créateurs owned, donc ils ont les droits. C'est sorti en 2016 avec une réédition en 2020, Ketrus va peut-être nous en parler. Il y a 5 issues. Voilà, écoute, à toi la piste. Oui, absolument. Ouais, 215 Inc., exactement inconnu au bataillon, et réédité chez Virus, que je ne connais pas non plus, et j'ai pas réussi à trouver d'infos sur l'éditeur. Donc je sais pas pourquoi il y a une réédition. J'ai regardé un peu, j'ai essayé de comparer les deux, ils ont l'air exactement pareils. Peut-être que 215 Inc. a coulé et les droits sont perdus, et peut-être qu'ils ont décidé de le rééditer. Mais moi j'ai même pas trouvé de version papier ou quoi, j'ai que trouvé des versions sur Comixology ou versions sur le net, mais j'ai pas trouvé de
papier, de vente de version papier, mais peut-être que j'ai loupé. C'est ça, c'est un peu un ovni, quoi. Le jeu de mots. Donc, Supernaut. Alors, comment le résumer ? Supernaut, c'est un comics très généreux. Mais tu sais, généreux un peu comme quand t'avais ta grand-mère ou une grand-mère qui te donnait ton goûter, quoi. Qui te file du chocolat, du pain, du beurre et qui te dit, vas-y, trempe, tiens, prends cette petite brioche pour éponger le tout, quoi. C'est-à-dire que t'en as trop, tout est bon, tout est très bon, t'as vraiment envie de reprendre, mais en fait, t'as du mal à le digérer. Bah voilà, Supernaut, c'est un peu ça. C'est donc, de quoi ça parle ? Alors, comment résumer ce comics ? Il faut que j'arrête de choisir des comics aussi compliqués à reviewer. On est dans un futur proche, enfin plus ou moins proche, et Dieu a décidé d'en finir avec cette réalité, avec notre réalité. Il y a un multiverse avec plusieurs terres différentes, plusieurs mondes différents, etc. Et on a un héros qui est en fait un ancien astronaute qui s'appelle Stephen Haddon. Je raconte tout de suite un peu une partie de son origin story. Il a participé en fait à la premiers hommes sur la Lune, donc dans les années 70, et il est rentré dans un temple qu'il y avait sur la Lune. Il a touché 2 artefacts et il s'est retrouvé propulsé dans l'espace et le temps avec ces espèces de bandes. Je ne sais plus exactement le nom, un peu comme les bandes de Cyttorak si tu préfères, et qui lui permettent de traverser l'espace, le temps et les différents univers parallèles. Okay. Voilà. Et il est recruté par un groupe de super thieves, donc des voleurs de l'espace. Apparemment, c'est l'équipe de voleurs la plus compétente de l'univers connu, des univers connus, pardon. Et donc, qu'est-ce qu'ils cherchent en fait ? Ils cherchent plusieurs artefacts. Donc, il va y avoir un livre, il va y avoir une épée, il va y avoir une porte, il va y avoir une clé, pardon, et il va y avoir une carte. Et tout ça, en fait, va leur permettre d'aller voir Dieu, de lui péter la gueule et d'empêcher que l'univers soit complètement détruit. Je ne raconte pas plus sur le pitch, c'est un peu ça. Donc le fil rouge de ce comic, c'est ça, c'est retrouver les artefacts, en connaître un peu plus sur ces artefacts-là et envoyer Supernaut à la fin rencontrer Dieu et puis lui expliquer que ils veulent pas que leur univers soit détruit. Mais ce serait trop simple si l'histoire c'était juste ça. En fait, parce qu'il y a la grand-mère avec la brioche, on n'oublie pas. C'est ça, il y a la grand-mère avec la brioche. Il y a une grand-mère en plus dans le comics à un donné. Qui est en train de mourir, c'est moins drôle. Oh non. Mais en fait, le comics s'est découpé de façon très complexe, on va dire, pour être poli. C'est-à-dire qu'on commence déjà par Supernaut qui parle avec Dieu. Puis après, on a un Previously. On rencontre l'équipe de super voleurs. Puis après, il y a encore un Previously. On voit quand est-ce qu'il va sur la Lune. Puis encore, il y a encore un autre Previously. On est sur la Terre, etc. Donc déjà, la première issue et la deuxième aussi un peu te perd complètement. C'est très très compliqué à suivre. C'est très compliqué de suivre la narration de l'histoire complète que tu commences un peu à découvrir plutôt vers la deuxième, troisième issue. Et surtout, c'est bourré d'historique, c'est bourré de background scientifique, c'est bourré aussi de philosophie. D'ailleurs, il y a toujours en introduction du comic, c'est toujours à la fin, tu as des citations du Bhagavad Gita, qui est un des livres philosophiques fondateurs de l'hindouisme. Donc il insiste beaucoup là-dessus, il insiste sur quelle est la notion d'existence, quelle est la notion de conscience, qu'est-ce que la réalité par rapport à ta conscience, etc. Donc forcément, quand tu mélanges ça à une histoire multi-univers, avec beaucoup de termes scientifiques, entre guillemets techniques et ésotériques, plus de la philosophie, ça fait comme je disais, un comics qui n'est pas très digeste à aborder, quoi. Mais parce qu'évidemment il y a un mais, c'est-à-dire que quand tu passes un peu cette barrière qui quand même est assez forte, tu vois, c'est un peu comme la barrière du Seigneur des Anneaux au début où tu as une espèce de condense de mini Silmarillion qui t'en met plein la gueule, et par contre quand t'as passé ça, après t'as une histoire qui marche. Et en fait quand tu passes cette barrière là, je trouve que le comic c'est assez intéressant. Moi il m'a fait penser alors en moins bien, faut pas exagérer, il m'a fait penser un peu à la case de Métabaron et un peu à la Jodorowsky, sans son humour et sans son délire, mais c'est à dire qu'on est un peu dans le même type d'œuvre, c'est à dire qu'on est dans de la science-fiction philosophique, ésotérique, avec beaucoup de termes, beaucoup de choses, beaucoup d'idées, beaucoup trop d'idées même, je pense, pour ce comics là. Et quand tu fais l'effort de t'intéresser un peu à tout ce qui se passe et au concept qu'il essaye de développer, en fait tu kiffes. Alors
c'est vraiment pas pour tout le monde. Je pense que quand tu es allergique à la science-fiction et à la hard SF comme celle-là, tu pars en courant, tu cries et tu vas pleurer, quoi, et puis tu vas lire autre chose surtout. Mais par contre, quand tu essayes de lire un peu tout ce qu'il fait, tout ce qu'il dit, son univers est très riche. Il est très très riche, il est assez intéressant. Le problème, c'est la forme. C'est la forme qu'il nous propose, c'est-à-dire qu'elle est trop abrupte, elle est trop dense à mon avis, pour un comics. Par contre, je verrais bien un jeu de rôle inspiré de cet univers-là. Je verrais bien des bouquins, des séries de romans, tu vois, inspirés de cet univers-là. Ce genre de choses. Voilà, donc j'en dirai pas plus sur le scénario et sur tout ce qui est narratif. Au niveau de graphisme, alors on n'aime pas, je pense. Là, on est complètement à l'inverse de ce qu'on a vu avant, c'est-à-dire que le trait est pas forcément très beau. Et je trouve qu'il y a ça dépend. Des fois, il y a des fulgurances. Par contre, je trouve que c'est très vivant. C'est très très vivant. Il y a une grosse personnalité de l'auteur. Il y a des planches qui sont absolument fantastiques. Tout ce qui est niveau graphisme, c'est-à-dire quand tu vas avoir des explications sur les agences spatiales secrètes que la Terre a mis en place justement pour envoyer ses astronautes. Alors, tout en sachant qu'il y avait déjà un artefact et qu'ils voulaient le récupérer, je trouve ça très joli. C'est un peu old school. C'est très léché, c'est très sympa. Voilà, et puis je trouve que la mise en couleur est impressionnante, il y a vraiment des planches magnifiques. Et juste un dernier point sur le côté graphique, je pense qu'il faut tuer le lettreur. Il faut le tuer, il faut l'enterrer, il faut le ressusciter, il faut le retuer. Oui. Parce que des fois, il y a du rouge clair sur du rouge foncé, avec une police de caractère toute fine. Et des fois, il y a du gris sur du gris, surtout dans un langage. En plus, c'est un extraterrestre très vieux qui raconte ça. Et en fait, tu n'arrives pas à lire, c'est horrible. Donc voilà, je trouve que c'est une œuvre très intéressante, mais qui peut-être aurait mérité plus de relecteurs et peut-être un deuxième auteur, je sais pas quoi, et un vrai travail d'édition dessus, parce que c'est dommage. Mais voilà, ce comics a quelque chose à dire. Il a un univers très riche. Et voilà, mais ça demande peut-être un peu trop d'efforts pour l'apprécier. Je sais pas ce qu'en ont pensé mes petits camarades. Alors, juste avant de donner la parole à Sam, par exemple, je voulais savoir pourquoi tu avais choisi ce comics-là. Du coup, est-ce qu'il y a une raison? Est-ce que tu fais le hasard? Alors, pour deux raisons. Parce que déjà, j'ai trouvé les couvertures super belles. J'ai regardé un peu les dessins et ça m'a parlé. Je me suis dit, oh, chouette. Parce que c'est de la hard SF, que j'avais vu ça et que moi, j'aime beaucoup ce style-là et que j'avais envie d'y aller. Et parce qu'il y avait une réédition. Et que je me dis, tiens, c'est marrant, il date de 2016 et il y a déjà une réédition. C'est que ce comics-là en vaut le coup. Et pardon, en fait, il y a une troisième raison. J'ai regardé les reviews de ce comics-là et ça allait de dithyrambique à c'est de la merde, quoi. Et donc, en fait, quand il y a une œuvre qui est comme ça, moi, je me dis, ok, en fait, il y a un truc, quoi. Il y a quelque chose à voir là-dedans. C'est ça. J'aime bien quand ça divise. Très bien. Sam, qu'en as-tu pensé? Écoute, c'est difficile de parler après Catrus. Il a dit beaucoup de choses très justes. En fait, cette lecture est pas simple. Elle est pas simple parce qu'on est dès le début, mais au bout de, je sais pas, une page ou deux, à faire des retours dans le temps, et en fait, tu reconstruis petit à petit l'histoire comme ça, mais tu découvres vraiment les choses que après, c'est pas évident à lire, c'est pas inintéressant. Après, Catrus, il parle de hard SF et oui, mais c'est pas ça moi qui m'a le plus gêné. Je trouve qu'il y a un côté très fantasy qui me gêne plus, le côté justement des 5 artefacts à aller chercher, les personnages qui sont un peu des elfes et tout ça. Je trouve que c'est le truc en trop, ouais. Ouais, c'est le truc en trop. Surtout que clairement dans ce qui est les personnages qui sont un peu elfiques, c'est vraiment eux qui sont les moins bien dessinés là. Après, visuellement, c'est assez ouf parce que, comme disait Catrus, les personnages sont pas toujours bien dessinés. Il s'en sort beaucoup mieux avec des espèces d'architecture un peu organique, ou justement le supernaute qui est dans une armure un petit peu à la Judge Dredd ou un truc dans ce genre-là. Et par-dessus ça, il vient rajouter toute une couche numérique qui rend le truc très 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 fou en fait, qui marche bien. J'accroche beaucoup. Il y a tout un délire visuel, même dans les entrepages, avec des jeux graphiques, des silhouettes en blanc qui reviennent s'ajouter. Visuellement, c'est très fort. Ça donne envie de lire. Mais au niveau de l'histoire, j'ai trouvé ça lourd. J'ai pas vraiment réussi à rentrer dedans. Je dis pas que je relirai pas, que je réessayerai pas.
avec un peu plus de temps, peut-être que j'accrocherai mieux, mais ça me donne envie. Franchement, visuellement, il y a quelque chose qui me donne envie d'y aller, malgré les visages un peu foireux de temps en temps. Il y a vraiment une grosse patte quoi, visuelle et c'est très attirant. Genre une grosse patte, genre par exemple une farfalle ou plutôt une périgate peut-être. Une tortellini. Ah super. Théo Rivière, qu'as-tu pensé de ce Glooby-Boulga cosmique choisi par Ketrus? Je suis assez d'accord. Pour moi, il y a un espèce de. À un moment, je me suis demandé si, un, c'était la première œuvre de l'auteur, et deux, si c'était auto-édité. Parce qu'il y a vraiment ce syndrome un peu de. Il y en avait un peu plus, je vous le mets quand même. Et il manque effectivement ce côté éditeur qui dit à un moment oui, t'es sûr là, l'espèce de page de présentation, on va mettre des tartines de texte? C'est peut-être pas nécessaire. Ça se fait de plus en plus quand même, je trouve, dans les comics. Ouais. Là, clairement, il y en avait beaucoup. Effectivement, généreux, c'est le bon mot. Des fois, un peu trop généreux. Et plein de petites erreurs, en fait. Effectivement, cet alien qui parle avec une police de caractère chelou. Moi, j'ai mis 3 bulles à me dire ah, mais en fait, je peux lire le texte. C'est pas genre, il parle dans une langue que je peux pas lire et c'est pour me dire je peux pas lire le truc, quoi. Par contre, t'as vu quand il finit ses phrases, quand il finit ses dialogues avec justement une phrase de sa langue, je trouve ça assez stylé, quoi. Je trouve ça assez bien foutu. Oui. Ouais, mais c'est un peu là où je vous rejoins, c'est en fait tout ce truc c'est un peu balbutiant, ça donne un charme assez incroyable à l'œuvre d'une manière générale. Oui, c'est vrai. C'est effectivement régulièrement pas très bien dessiné, je trouve, il y a vraiment des ratés, mais tout est un peu charmant, il y a ce truc un peu comme quand je sais pas, il y a un truc assez touchant dans ce qui se passe. Effectivement, le ticket à l'entrée, il est super cher, parce qu'il faut réussir. Moi, j'ai lu le premier truc, je suis allé à la page suivante, il y avait écrit Previously, j'ai fait « Pardon ?» J'ai lu, il y avait écrit Previously, j'ai fait « Quoi ?» Alors, j'ai repris au début, j'ai relu, et à un moment, je me suis dit « J'ai un problème, c'est un truc qui a bugué. » Donc, vraiment, c'est pas à mettre entre toutes les mains, et j'aurais préféré avoir une édition papier pour le feuilleter un peu, pour revenir, pour repartir, etc. Mais en fait, tout ça, ça donne une œuvre assez personnel, je pense, même si je connais pas le monsieur qui l'a fait. Mais il y a un truc, ça a vraiment du charme. On dirait presque, et ça va avoir l'air négatif, mais ça l'est pas, une partie de jeu de rôle que le mec aurait vécu et qu'il a envie de raconter et qu'il raconte bien à la fin quand même. Ah, j'ai pensé directement à un jeu de rôle, c'est sûr. Même parce que dans l'issue 3, je crois ou la 2, il présente les personnages et il y a des pages de caractères, il y a des pages de personnages qui sont. C'est pas direct la première? Je crois que c'est dès la première issue. Dans la première, en fait, tu as des petits encarts d'une toute petite, d'un 16e de page. Ah et oui, en fait, vrai, dans l'autre, tu as un peu à l'ancienne, un peu vieux comics avec les trames et tout ça, où il présente tous les personnages. Et d'ailleurs, c'est aussi un problème de ce comic-là, c'est que comme l'histoire est très disséminée et très découpée dans le comics, des fois, tu tournes une page et là, d'un seul coup, tu as une espèce de pâté de texte qui est intéressant, mais c'est juste des fois tu tournes, tu fais oh putain, encore du texte, quoi. Et ça fait un peu peur. Mais après, je trouve que ça s'améliore après quand toutes les parties en noir et blanc où il raconte l'histoire du supernaute quand il est encore humain, l'histoire avec sa femme, tout ça, j'ai trouvé ça assez touchant, assez bien foutu. Ça donne une respiration dans le récit qu'il n'y a pas tout le temps et qu'on aimerait avoir un peu plus. Ouais. Oui, en effet, les pages de présentation des personnages sont bien dans l'issue 3. Je les avais zappées parce que je les avais passées, en fait, tout simplement, quand je les lus. Mais je te comprends. Parce qu'il y a tartine de lecture. Très bien. Écoutez, on conseille quand même ou c'est un petit peu confidentiel? C'est pas pour tout le monde, clairement. Tout le monde, d'accord. Non. Donc les gens qui aiment un peu l'art SF et qui sont accrochés en termes de... Il faut des bonnes lunettes et il faut pas avoir mangé avant, quoi. Pour les curieux. Je résume ces belles chroniques, chers amis. Supernaute, dont on vient juste de parler, qui est en 5 issues. Il y a une édition en 2016, une autre en 2020 qui est russe et similaire, mais 2 éditeurs différents. Donc à voir si les versions papier existent, peut-être qu'il y a une plus-value. C'est donc de Michael David Nelson. C'est chez The 2015 Inc. Ou chez Virus pour 2020. On trouve que ça a du cœur, mais c'est un petit peu trop généreux, donc attention. Juste avant, Théo nous a parlé de Arline chez DC Comics Black Label, mais également chez Urban Comics en VF, qui donc compte 3 issues ou un TPB à 19€. J'aime bien dire les prix de la VF, qui est plutôt très intelligent, bien écrit,
avec un très beau trait qui parfois manque peut-être un petit peu de folie, mais qu'on conseille tout de même, qui est accessible, qu'on connaisse Harley Quinn ou pas. Et au tout début de ces reviews, Sam nous a parlé de X-Ray Robot, de Michael Red au dessin et au scénario, et de sa femme à la couleur, chez Dark Horse Comics, qui peut-être possiblement serait chez Delcourt, mais on ne sait pas. Qui pour l'instant 3 issues, la dernière est sortie en octobre, et puis là c'est psychédélique, c'est un peu foufou, des fois on est largué, mais c'est pas sans plaisir. Voilà, écoutez, nous laissons ces belles reviews, nous allons faire une petite pause avant le focus. Peut-être qu'Adrien a un léger générique sous le coude. Comics Outcast 155. 55, c'est le département, vous allez me dire, de la Meuse. Oh là là, il est fort. Eh ouais, mon gars. Le mec, il a mangé tous les cordons bleus, il a tous les. Alors j'ai appris que ça s'appelait les départements. Les départements, comme département. C'est Eric qui m'a appris ça. Eric qui est, on le rappelle, à l'origine de ce petite pastille départementale que je vais vous octroyer tout de suite. Si vous êtes un mytho à Amanti, un footballeur à Ballon, une fromagère à Beaufort-sur-Argonne, un webmaster à Beausite, un proctologue à Belleret, un micro-pénis à Biencourt-sur-Orge, occupé à Buzy d'Armont, voyeur à Épied-sur-Meuse, maraîchère à La Chalade, Florent à Pagny-sur-Meuse, lutin à Rarécourt, glacier à Sorbet ou bien robot à Wally, et que possiblement vous achetez vos comics quand c'est ouvert chez Entrée Livre à Verdun ou à La Fabrique à Bar-le-Duc, ou bien tout ça ou rien de tout ça, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, @comicsoutcast tout attaché. On balance de la news, on retweet des trucs un peu rigolos, on se vanne entre nous, on répond au vaisseau hyper sans sas, @vaisseau sans sas. Vous avez également Facebook, le Bouya Comics Club, des news, des débats, des sondages, des jeux. Instagram, quand Hélène est gentille de faire des stories, ou bien de... Oui, parce qu'on a dit qu'on postait plus des trucs dans la... Enfin bon, bref, c'est de la marketing. Les coulisses, possiblement, de ce qu'on achète. Quand on est au studio, on fait des photos du studio, etc. Et le Discord, c'est un petit peu le réseau de l'instant. C'est là que ça se passe et qu'il y a le feu, avec tous nos patronautes et autres auditeurs et auditrices. Le lien est dans la bio Twitter de à peu près tous les comptes du vaisseau hyper sans sas. Suivez-nous, rigolez avec nous, discutez avec nous, débattez. Et puis voilà, c'est ça, c'est les réseaux sociaux, et vive les départements. Si vous êtes du 55, je vous fais des bisous. Nous allons continuer cette émission 155 avec un focus sur, si je vous dis par exemple Jim Henson, vous vous dites, mais bien sûr, les marionnettes, le Muppet Show, Fraggle Rock, Dark Crystal ou Labyrinthe. Vous pensez peut-être aussi à une série qui s'appelle The Storyteller, qui en français s'appelait Monstres et Merveilles, qui était une série télé des années 80. Alors les plus vieux s'en souviennent, les plus jeunes, les jeunes ne s'en souviennent pas, les moins de 20 ans. C'était en 87 sur Antenne 2, ça ne nous rajeunit pas. Ah oui. Une série télé dans laquelle... T'étais pas né ? Putain, dégage, genre. Tu es poli avec les invités. Une série télé dans laquelle un vieil homme au coin du feu, j'en parlais au début d'émission, et son chien, enfin avec son chien, parce que le chien ne parlait pas, enfin je crois que si, peut-être, je sais plus, racontait des légendes un petit peu basées sur le folklore européen, et il nous racontait ça un petit peu au conte de la crypte, mais en beaucoup plus pipou. Et le narrateur, c'est l'auteur. Le narrateur, c'est l'auteur, et dans la série télé, il était joué par John Hurt, l'excellent John Hurt qu'on embrasse. Je crois qu'il est décédé, non ? Ou c'est lui dans Harry Potter, hein, c'est Ollivander dans Harry Potter, je crois bien. Donc il y a toujours une baguette bien chaude dans la poche. Et bien, de cette série télé du génial Jim Henson, qui depuis est décédé, est née une série de comics qui porte le même nom, qui s'appelle The Storyteller, même en français. Qui a été édité par Archaia, qui est un label de chez Boom Studio qu'on connaît bien et qu'on adore ici, en accord évidemment avec la Jim Henson Company, qui, voilà, si vous vous intéressez à ce visionnaire, vous pouvez tout trouver sur internet. Et donc c'est une anthologie qui a été créée en 2011, qui portait juste le nom de The Storyteller, qui, donc voilà, ça reprenait la même chose, le petit vieux qui raconte des histoires folkloriques. Et à partir de 2014, il y a eu des dérivés, et c'est de ces dérivés dont on va parler ce soir. Je vais vous laisser le loisir de dire le nom de ces dérivés, d'expliquer vos lectures, pourquoi vous avez choisi telle lecture, parce qu'il y en a 6 en tout, plus la série principale. Écoutez, voilà, je vous laisse un petit peu débattre, c'est vivant, c'est la fête, on aime ça. Tiens, je vais juste ajouter que ça a commencé à être édité en français, en VF, chez Kinaï. Oh, on les embrasse. Tout à fait. Mais je crois qu'il y a que Witches et Dragons. Il y a Witches et Dragons pour le moment. Okay. Je sais pas s'il a prévu d'en sortir d'autres. On pourrait lui demander à l'occasion, mais oui, il y a déjà ces deux-là.
Bah Sam, vas-y alors du coup. Oh bah voilà, allez, c'est pour moi. Fallait pas parler. Ben non, mais on va parler tous ensemble. Absolument. Oui. Je sais plus, t'as lu quoi toi par exemple, Ketrus? Moi, j'ai lu Ghost et Giants. Et alors? Ghost avait l'air magnifique. Ah, le petit malin. Il t'a repassé la balle. Alors, c'est compliqué de parler juste des lectures, en fait, parce que c'est des anthologies. Voilà. Mais c'est mortel, c'est trop bien, c'est excellent. Et faut dire aussi, alors, c'est des anthologies de contes, mais il faut que ce soit des contes qui existent, et donc ils sont pris, en fait, ils sont piochés dans toutes les mythologies mondiales. Par exemple, dans Ghost, on va avoir une histoire cambodgienne, on va avoir une histoire de la mythologie nordique, etc. Voilà, il y en a plein. Je sais que dans lequel tu m'as demandé de lire, Fairies, ça commence par de la mythologie islandaise, etc. Donc c'est le prérequis qu'a donné Jim Henson à comment ça s'appelle aux auteurs qui écrivent ces histoires. Oui, parce qu'il y a beaucoup d'auteurs et beaucoup d'artistes. Je l'ai pas dit, mais. Il y a énormément. Bah, en fait, c'en est un différent, je crois, à chaque fois. Je sais pas s'il y a des doublons. Je sais pas non plus. Et il y a une certaine structure à respecter, c'est-à-dire que ça doit toujours commencer par ce vieux bonhomme, ce vieux narrateur qui raconte son histoire à son chien qui lui parle. Voilà. Donc le chien parle. Au coin du feu. Oui, le chien parle, ouais. Il dit pas grand-chose, mais il interagit un petit peu avec. Et il revient à un moment dans le. C'est comme un personnage. Et en plus, des fois, il rebondit. C'est lui qui relance les récits pendant les histoires. Et c'est chouette, quoi. Et donc, Ghost, ça parle d'histoires de fantômes. Ça commence donc par une mythologie nordique qui parle du Myling. Si je ne me trompe pas, c'est Myling. J'ai dû chercher. En fait, c'est marrant parce que tous les noms des. Je ne sais pas si ça vous l'a fait pour vous, mais tous les noms des monstres, entre guillemets, en tout cas des fantômes ou des géants dans les histoires que j'ai lues, j'ai dû aller les chercher sur Internet parce que c'est que des termes qu'on ne connaît pas. Et en fait, c'est d'enfer parce que ça t'oblige à chercher en fait ce que ça veut dire et tu découvres des cultures. Donc, déjà, c'est un point positif. Et puis, je sais pas, Ben, je raconte certaines histoires ou... Vous dites ce que vous voulez, oui, vas-y, si t'as envie. Il n'y a pas vraiment spectacle vivant. Par exemple, en Ghost, spectacle vivant. Spectacle vivant, qui en ce moment a bien besoin d'aide. Donc, la première histoire, c'est l'histoire des Myling. En fait, le Myling, c'est l'âme d'un enfant abandonné. Voilà, on commence directement dans le truc super cool. Et en fait, c'est l'histoire de jumeaux qu'une femme qui est une servante, en fait, leur mère c'est une servante qui a eu donc ces deux enfants avec le fils du maître. Quand le maître a découvert ça, donc très vite après la naissance, il leur a demandé d'aller les abandonner. Elle a été abandonnée ses enfants. Il y a un des enfants qui a été recueilli par une vagabonde qui l'a élevé, et l'autre par contre est mort de froid dans la neige et dans la forêt abandonnés tous. Joie. Et donc en fait on suit un peu l'histoire de cet enfant qui a survécu et qui devient très très vieux et qui à la fin je peux spoiler, c'est des petits contes, qui va retrouver son frère et qui va en apprendre plus en fait sur son histoire, etc. Voilà. Après il y a une autre histoire qui est une histoire si je ne me plante pas cambodgienne, je crois, qui est sur une sœur. En fait elles sont princesses. Elles sont toutes les deux princesses, mais évidemment la plus vieille va devenir reine. Et en fait, sa sœur a une liaison avec une guerrière, avec une femme. Et elle en est très jalouse. Donc en fait, elle invoque des puissances un peu occultes pour pouvoir avoir cet amour qu'elle n'a pas. Et en fait, le fantôme l'a fait devenir ce fantôme, et en fait, tu décroches la tête de son corps. Et avec une espèce de, je sais pas trop quoi, de truc sanguinolent qui lui tombe. Et après, elle va voir son amour, et voilà, je raconte pas la suite. Et du coup, tu t'es renseigné sur parce que tu as trouvé les origines des contes, c'est parce que c'est dit dans le comics, ou est-ce que tu as regardé un petit peu? Dans Ghost, on n'a pas de préambule, on n'a pas de préface des auteurs. Par exemple, tu commences, c'est le plus récent en plus. Oui, il est 2020. Je sais pas pourquoi ils ont abandonné ce format-là dans l'édition. Donc en fait, on arrive directement dans l'histoire, et c'est parce qu'il y a des termes que je comprenais pas, donc j'ai été les voir. D'accord. Et j'ai été voir les contes. Par contre, dans Giant et dans Fairies, il y a les préfaces des auteurs. D'accord. Qui expliquent en fait leur démarche de création, pourquoi à la demande de Jim Henson ils ont choisi ce conte-là et pourquoi est-ce qu'ils l'ont raconté. Donc tu as déjà un petit hint, et tu sais à peu près de quoi ça va parler. Mais il y en a qui sont très durs à trouver. Moi, il y en a un, je sais plus lequel, j'ai pas réussi à trouver
sur Internet, j'ai pas réussi à trouver de référence. Ouais, c'est peut-être des comptes très. Parce que je voulais te demander, c'est des comptes forcément un peu hyper vieux et tout ça, parce que tu vois, tu parles des enfants qui meurent dans la forêt, ça fait très petit pousset et tout ça. Donc est-ce que c'est des comptes vraiment méga vieux ou est-ce qu'il y a aussi des comptes un peu récents? C'est comme tu le disais en intro, c'est du folklore. Après, de toutes celles que j'ai lues, c'est des histoires assez vieilles. Et je finis, après je laisserai parler les autres quand même. Donc Ghost, c'est quand même assez horrifique, c'est des histoires entre guillemets qui font peur, comme on pourrait retrouver en fait ce qu'on a déjà eu dans Doggy Bags par exemple, tu vois, mais moins horrifique. Et par contre Giant, alors c'est peut-être parce que c'est le thème, c'est beaucoup plus léger, c'est beaucoup plus destiné aux enfants, qui sont des histoires, des contes un peu plus classiques, un peu plus européens, dans ce qu'on, tu sais, un peu comme les contes de Grimm, où par exemple je crois que j'avais déjà lu ce conte-là, t'as une princesse qui est donnée à un géant qui domine la région, et en fait les villageois doivent leur donner entre guillemets une épouse, ou en tout cas une servante, et sur son chemin elle va rencontrer une oie qui va lui donner une espèce de un collard, donc un col qui va la protéger contre les haches. Elle va aider un cheval qui va lui donner une coiffe aussi très résistante, c'est un RPG quoi. Ouais, c'est ça. Donc tu vois cette espèce de cheminement très simple qui est destiné aux enfants, et en fait c'est ce qui va lui permettre de survivre aux géants et de sauver toutes les femmes qui sont enfermées, etc. dans le cellier du géant. Voilà. Et pareil, il y a aussi une histoire de géants japonaise où en fait il y a des pêches géantes qui tombent à côté d'un village. Un couple ramasse cette pêche, et dans cette pêche il y a un enfant géant qui va grandir, puis après qui va partir aussi pour aider le village, et qui va rencontrer d'autres animaux sur son chemin qui vont l'aider, etc. Donc tu vois des cheminements très classiques de contes. Voilà, contrairement à Ghost, comme je disais, qui est là plus dans l'histoire horrifique et dans le fantôme. Théo Rivière. C'est toujours moi. C'est toujours toi. Qu'as-tu lu et pourquoi? Moi, j'ai lu Witches et Sirens, donc des sirènes et des sorcières, parce que c'est deux types de personnages que j'aime bien, et donc ça m'a tout de suite un peu attiré. Et j'ai lu l'anthologie de base qui n'a pas de thématique précise, mais dans lequel j'ai souvenir d'avoir lu l'histoire de la pêche et du gamin. Donc, ça j'avais déjà repris ensuite, ouais, d'accord. Ah, d'accord, donc, il l'a remis. Peut-être qu'ils ont dispatché un peu, mais c'est la seule où ça m'a fait ça, donc c'est un peu bizarre. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de petite préface des auteurs ni sur Witches ni sur les sirènes. Et donc moi je découvre avec ce que tu racontes, Queutrus, que c'était pas des histoires créées pour l'occasion. Moi j'étais parti vraiment sur un truc de c'est cool, ils ont vraiment bien réussi à faire comme si c'était du folklore, comme si c'était des histoires ancestrales, vraiment bien géré cet aspect-là. C'était un des trucs que je voulais développer, mais en fait pas du tout, puisque ils ont repris des trucs existants, quoi. Est-ce que c'est quand même? Ah oui, voilà, je l'ai demandé parce que tu vois, par exemple, un truc comme Hellboy, Mignola ou autre, ils s'inspirent du folklore européen souvent, mais ensuite ils créent leur histoire après. Enfin, tu vois, c'est de l'inspiration. Là, est-ce que c'est vraiment du copier-coller ou est-ce que c'est réinterprété, tu vois? Comme c'est des petites histoires, je pense que c'est vraiment très très proche, parce que il y a vraiment ce côté un peu fable, un peu pas fable comics, mais fable. Il y a une petite histoire ponctuellement avec une morale. Moi, étonnamment, sur les sorcières faisaient un tout petit peu peur, mais les sirènes, il y a un côté très gentil, pareil, c'est la bonne humeur, on raconte des trucs sympas. Les morales, c'est souvent soyez gentils avec vos copains et dites pas des bêtises. Vraiment, c'est assez positif à ce niveau-là. Et donc, si il n'y a pas assez de matière pour faire un gros travail de réécriture. D'accord, ok. Après, je rejoins aussi Queutrus sur un truc qui, moi, m'a vraiment branché, c'est cet aspect multi-folklorique, où tu pars dans des directions... tu voyages vraiment pas mal, et c'est ultra agréable sur cet aspect. Le personnage du storyteller, il a tout vu, il raconte bien les histoires et il connaît plein de trucs. Et c'est assez agréable de ne pas rester que sur des histoires qui sonnent familières, et du coup qui pouvaient l'être. Parce que je connais moins les fables japonaises ou le folklore. Dans Sirène, il y a toute une histoire avec je ne sais pas quel pays des îles, mais un truc un peu haïtien. Et c'est des histoires que moi, en tout cas, je maîtrise moins bien. Et donc, c'était assez agréable de voir des codes qui m'étaient familiers, mais sur des thèmes qui m'étaient un peu moins. Donc, très agréable à ce niveau-là. Et j'allais conseiller un aspect un peu lecture aux enfants le soir avant d'aller se coucher. Mais si on décapite des gens et qu'il y a des trucs bizarres qui sortent de leur cou décapités, moins. Ça a l'air un peu compliqué, les fantômes.
Là, il y a dans le Discord, Fanny nous demandait quel était l'âge conseillé, mais j'ai l'impression que c'est vraiment au cas par cas, et limite issue par issue, quoi. Si c'est relié, je sais pas trop, faudrait voir mais Kinaï en général c'est plutôt jeunesse. Donc, c'est ce que j'allais dire. Kinaï, ils ont une stratégie de viser un jeune public. Donc après, j'ai pas lu les versions papier proposées par Kinaï, donc je peux pas dire, mais il a dû sélectionner celles qui lui paraissent le plus évident pour la lecture des enfants. Toi justement Sam, qu'as-tu lu, pourquoi, comment? Moi j'ai essayé, j'ai lu, on avait commencé à se dire ce qu'on avait lu chacun les uns les autres, et comme je suis arrivé un peu tard, j'ai pris un petit peu ce qui restait. J'ai commencé par voir celui des dragons, et j'ai trouvé le visuel de la première histoire vraiment magnifique, ultra graphique, avec des couleurs très pop. C'est une histoire de dragon amérindien, d'un père qui va pêcher avec son fils, un père amérindien qui va pêcher avec son fils sur une petite pirogue, et d'un seul coup sort une sorte de serpent géant orné de bois, de cerf, des os, et qui va les attaquer, et ils vont se retrouver très vite séparés. Le serpent lui va être attaqué par des espèces d'aigles électriques, pareil, très colorés, très divinité amérindienne, et ils vont du coup être séparés chacun d'un côté, et j'en dis pas plus, mais c'est raconté vraiment comme des contes. C'est quelque chose qui me plaît énormément. C'est déjà quelque chose tu parlais de Mignola tout à l'heure, c'est ce qui fait que j'aime énormément les histoires d'Hellboy, et que Hellboy pour moi a une place tout à fait particulière dans le Mignolaverse. C'est cette façon de raconter assez linéaire, mais qui n'est pas ennuyeuse, et parce qu'elle va vraiment vers quelque chose, et que le chemin qu'on emprunte a toute son importance en fait. Et donc cette histoire m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé de continuer. La deuxième, c'est une histoire plus médiévale. Elle se passe en Angleterre. Je sais plus dans quelle ville exactement. C'est une histoire d'un dragon type, comment on dit, c'est des dragons sylvestres, c'est ça, qui ressemblent à des serpents. Ah oui, ouais. Des vouivres. Ouais, peut-être bien. Un jeune homme qui empêche un tout petit dans une rivière ou quelque chose comme ça, et qui du coup, voyant cette horreur, la jette dans le puits. Seulement cette petite bête va au fur et à mesure grandir, se développer, s'attaquer au bétail, et va se retrouver face à des chevaliers qui viendront le pourfendre, et voilà, c'est toute une histoire, pareil, un conte. On sent tout à fait les origines médiévales de ce conte, et pareil, c'est dans un style graphique qui est déjà assez approprié, je trouve, et assez beau. Et je crois que c'est ce qui fait aussi le charme de tout storyteller. Tout ce que j'en avais pu parcourir jusque-là pour le moment est vraiment très joli. Ghost, j'ai parcouru un petit peu, le trait de la première histoire est tellement beau, ça m'a fait penser à d'autres bandes dessinées qui peuvent être faites, par exemple sur du donjon. Il y a des moments, il y a des dessinateurs avec ce type de trait qui est vraiment joli, des belles couleurs, ça donne envie de lire. En plus c'est des histoires courtes, vraiment tu peux, quand tu as envie de lire une petite histoire sans te prendre la tête, c'est vraiment très agréable, et je pense que tu peux vraiment les lire à tes enfants. Enfin, celles que j'ai lues le permettent. La troisième histoire, c'était une histoire d'une jeune guerrière dans un pays d'Europe de l'Est, je sais pas lequel exactement, et une jeune femme qui vient rendre visite à un pays lointain, et qui se retrouve durant un banquet à être attaqué par un groupe de dragons qui ont l'air beaucoup plus civilisés que de simples bêtes, avec des couronnes sur la tête, etc. Et toute une histoire part à partir de là, avec ces dragons qui prennent une certaine forme humaine, qui ressemblent quasiment à des ogres, et voilà, j'en dis pas plus. Question, il me semble que toutes les séries sont en 4 issues, en VO en tout cas. Donc c'est vraiment une histoire par chapitre? Ouais, enfin oui, de ceux que j'ai vus en tout cas, il y avait à chaque fois une histoire par chapitre, et c'est parfait. Je trouve que c'est un format du coup qui marche bien. Ça fait vraiment des histoires courtes, et c'est plus comme des petites histoires à la, comment dire, au conte de la crypte, ou autre, quoi, dans un style tout à fait différent, mais ouais. Et la dernière, c'est pour les dragons. C'est l'histoire d'une jeune samouraï femme qui
qui mène sa petite histoire et qui se retrouve pareil face à un dragon à pourfendre. Dans un style très très cartoon et avec des couleurs très pop, ça me fait énormément penser à je sais pas si vous connaissez ce dessinateur Monohera, qui a travaillé notamment à un moment sur du Spirou, ça doit être 49, 50, quelque chose comme ça. Et c'est super chouette. Celui-là, clairement, pour des enfants, c'est nickel, quoi. Ok, donc faut les lire avant. Si on est parent, faut les lire avant de les passer à ses gamins. Mais il y a pour gamins et il y a pour Je pas suis gamins. pas tombé sur, moi personnellement, je suis pas tombé sur des histoires qui sont terribles au point de pas pouvoir les lire à ses enfants. Théo, toi, tu disais que les. Ouais, non, vas-y. Les thèmes mentent pas trop en fait. Sirènes, fantômes font un peu plus peur que géants. Sorcières et fantômes font un peu plus peur que les autres. Mais ça reste dans Sorcière, il y a toute une histoire de Baba Yaga, là, la sorcière russe. Sa célèbre hutte géniale russe. Et clairement, je pense qu'il y a des enfants de 5 ans qui peuvent être traumatisés parce que ça leur fera trop peur. Mais comme il y a des gamins qui peuvent être traumatisés par des contes, je vais mettre des gros guillemets qu'on voit pas parce qu'on a l'oral, mais classiques qu'on raconte souvent. Juste, faut voir un peu en fonction de la sensibilité des petits, mais dans l'absolu, je pense que la plupart des histoires sont quand même lisibles, quoi. Et alors du coup, est-ce que le storyteller, est-ce qu'il est vraiment juste narrateur ou est-ce qu'il y a une backstory ou un fil rouge où je sais pas, il change de peignoir ou il met de la bûche différente Est-ce qu'il y a un fil rouge? Très léger, non? Je n'ai pas vu moi d'histoire. Ni dans après... les anthologies ni dans la grosse. Après, il y a un vrai truc assez beau de. Moi, je me suis assez vite attaché en fait de sa relation avec le chien. Il lui papote. Moi, il y a une histoire qui commence par le chien, il veut une nouvelle friandise parce que il fait un peu froid, il est un peu triste et il lui fait attends, ça me fait penser à une histoire. Et bam, il lui raconte une histoire sur attention, il faut pas réclamer tout le temps, il faut profiter des belles choses. Il y a une morale régulièrement. Petite morale, c'est un prétexte, mais ouais. Et l'avantage aussi, je trouve, de cette entrée avec ce narrateur, c'est que c'est le seul point identique à chaque histoire, et c'est là que du coup tu découvres le style graphique du nouveau dessinateur, puisqu'il est différent à chaque fois, et t'as l'interprétation de ce même personnage par le nouvel auteur, par le nouveau dessinateur, et c'est assez chouette. D'ailleurs, chacun a un petit peu sa vision du lieu, de sa coupe de cheveux, c'est pas exactement pareil. Et je trouve que ça a une petite patte qui est pas désagréable. Dans ce que vous avez lu, c'était un seul illustrateur à chaque fois ou est-ce que ça peut changer C'est un illustrateur par issue. Un illustrateur par issue, d'accord. Okay. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a eu un petit choc. Comme dans toutes les anthologies, en fait, quand tu passes d'une histoire à l'autre, c'est la première page, j'ai du mal parce que ça change de style. Et en fait, par contre, j'ai pas vu une seule histoire mal dessinée avec un style de moi non plus. Et j'aurais juste cité un illustrateur qui m'a renversé complètement. C'est Fei-Fei Ruan. Fei-Fei, F-E-I, et Ruan, R-U-A-N. C'est dans la 3e histoire de Giant, c'est The Fisherman and the Giant. C'est magnifique, allez jeter un œil, c'est incroyable. Oui, c'est très beau, dans un style très aquarellé. J'arrive pas à décrire le style en fait. C'est magnifique, et en fait chaque auteur a son style, mais celui-là il m'a vraiment renversé, quoi. Bravo, trop bien. Donc on conseille, on se dit juste. Et toi Ben, tu en as lu parce que c'est toi qui nous as proposé ce focus à la base. En fait, moi j'ai lu Ghost, c'était le plus récent de cette année en fait, parce que graphiquement j'ai adoré l'artiste, et c'est après que je me suis rendu compte. D'ailleurs, j'en ai parlé sur le Discord à un moment. J'ai dit les gars, un peu la fleur dans la bouche, vous connaissez un truc qui s'appelle Storyteller? Et là il y a plein de gens qui m'ont dit oui, bien sûr, c'est une série qui existe déjà, et puis il y a les dragons, puis il y a les sorcières. J'ai fait bêta. J'ai dit mais je crois que c'est que de la VO. Il me fait mais non, pas du tout, il y en a chez Kina. Et j'ai fait bêta. Et du coup je m'étais gardé le Ghost justement en review, et puis vu que c'était un plus gros truc et que c'était une anthologie, je me suis dit ça serait cool de le faire en focus un jour. Et puis le hasard a voulu que c'était là, parce que effectivement c'est vieux, au final ça remonte à 2011, mais le dernier en date c'est Ghost, et peut-être que du coup ils vont en faire d'autres. Maintenant, si après, vu que c'est une anthologie, c'est vraiment créativement c'est la porte ouverte, donc possiblement il y aura d'autres trucs, quoi. Monsters, ou extraterrestres, je ne sais pas. Loup-garou. Après, pour rebondir sur ce que tu disais, hésitez franchement pas à aller voir ce qu'ils proposent chez Kinaï. Romain fait vraiment un gros boulot pour choisir ses titres, et généralement c'est des très très chouettes titres. On espère qu'il va éditer Ghost, on lui demandera à l'occasion, vu qu'effectivement on a son contact. Sam, tu peux lui demander, c'est très cool d'avoir l'info. Ça marche.
Très bien, écoutez, je redis, donc ça s'appelle The Storyteller, même chez Kinaï, ils ont gardé le titre original. Et puis, il y a la série, la majorité sont en VO, mais il y a Witches et Dragons, Sorcières et Dragons, du coup, qui sont deux trucs différents qui sont édités chez Kinaï en VF. Et puis, donc, il y a Sorcières, Dragons, Géants, Fées, Sirènes et Fantômes. Je les ai traduits en français, mais tout ça, c'est de la VO. Et puis, voilà, on espère que ça va venir en VF. Et puis, sinon, c'est trouvable en VO, j'imagine, au moins dématérialisé. Ça s'appelle The Storyteller, et si vous aimez ce principe et que vous êtes un peu fan des contes de la crypte, des choses un petit peu comme ça en série télé, je vous dis, il y a moyen peut-être de trouver Monstres et Merveilles. Bon, alors ça a 30 ans, mais même 40 ans. Non, ça a 33 ans. Mais voilà, il y a cette petite patte un petit peu mignonne et doudou qu'on peut avoir d'écouter les contes des grands-parents. Merci pour ce focus, merci d'avoir lu tout ça et puis d'avoir partagé vos avis sur ça. Encore une mini pause avant le HLB, si Adrien veut bien dégainer une petite mélodie. Je suis extrêmement content d'avoir proposé à Théo Rivière de venir dans ce podcast. Il est parfait pour moi, ce n'est pas de la lèche, il est totalement parfait. On dirait qu'il a toujours fait ça. Justement, Théo, parle-nous vite fait un peu de toi, parce que là, je vais juste parler du Patreon après et parler des différents podcasts de Vaisseau Hyper Sans Sas, dont ton podcast que tu partages avec Zéphiriel, 6388. Peux-tu nous en faire la pub pour les gens qui n'ont pas encore écouté ? Tout à fait, je peux essayer de faire ça. 6388, c'est une émission qu'on sort 2 fois par mois maintenant, parce que vous en avez réclamé plus et on vous a écouté. Les quelques personnes qui ont fait. L'idée, c'est que dans la vraie vie véritable, je suis auteur de jeux de société et Zéphiriel est amateur de jeux de société. Et donc, on a décidé de monter un podcast pour discuter un peu de comment ça se passe le boulot d'auteur de jeu, quelles sont les différentes étapes pour faire éditer un jeu, comment est-ce qu'on bosse avec des gens, à quoi ça ressemble un éditeur et comment on travaille avec eux, comment on signe un contrat, toutes ces grandes questions qu'on peut avoir quand on se lance un peu dans la création de jeux. Et donc pendant 30-35 minutes, Zéphiriel me pose des questions plus ou moins naïvement et j'y réponds pour essayer de présenter un peu ce boulot-là. Et de faire toutes les étapes de création du départ jusqu'à la boutique, quoi. Ouais, tout à fait. Notre premier cycle dont on a fini d'enregistrer le dernier épisode, c'est vraiment ça. Là, on part de l'idée originale de comment est-ce qu'on a une idée de jeu et comment on l'installe un peu, jusqu'à maintenant, le dernier épisode, c'était comment est-ce qu'on encaisse les retours, les critiques, comment est-ce qu'on fait vivre les jeux, en passant par comment est-ce qu'on signe un contrat sans se faire avoir par un éditeur, c'est quoi l'argent qu'on peut gagner avec un jeu. Vraiment, on essaye de pas se bloquer sur des questions qu'on n'évoque pas trop dans le milieu du jeu de société et de parler un petit peu de tout. Et du coup, c'est jeux de société français ou toi, ça t'arrive de bosser à l'étranger et d'avoir du coup un insight sur les jeux européens ou je sais pas J'ai plus bossé avec des Français, mais je suis actuellement en train de signer un jeu avec des Espagnols, par exemple. D'accord. Ça arrive assez régulièrement. Le milieu est assez ouvert et assez petit encore, donc tout le monde se connaît un peu, y compris avec les étrangers. Donc ça se goupille assez bien, même si on est quand même plus concentré, notamment sur les questions juridiques sur la France, que je maîtrise un petit peu mieux. Bien sûr. Et alors j'ai 2 questions pour toi. La première, c'est, il me semble que vous n'y avez pas répondu dans les épisodes, c'est pourquoi 6388 et qu'est-ce que ça veut dire, même si je crois que je sais. Je peux le dire, mais on a créé une sorte de petit mystère, mais je peux le dire. Ah bah non, mais le dis pas. Non, garde le mystère. Le dis pas. C'est le mystère, très bien. Réponse, c'est le mystère, très bien. Et la deuxième question, c'est, elle a été posée sur le Discord, parce que sur le Discord, tu es présent et tu t'appelles Théo Sacha. Et donc des gens nous ont dit, mais pourquoi Théo Sacha, c'est Théo Rivière ou quoi? Et là, par contre, je crois que t'as une petite anecdote. Ouais, c'est pas la meilleure origin story de nom du monde, mais je vais quand même vous la raconter. Ça commence quand j'étais encore au lycée, en seconde, sur les cours de physique-chimie, qui n'était pas ma matière préférée. Et on faisait un cours sur le sac à rose. Et donc, à ce moment-là, j'étais déjà branché jeu de rôle et je bossais sur mon propre petit univers pas terrible, mais pour jouer avec les copains à l'internat. Et donc, je me suis dit, tiens, on va l'appeler World of Sac à rose, parce que ça sonnait bien. Donc, je me suis appelé Saka, donc S-A-2-C-H-A, pendant très longtemps, jusqu'à un jour où je me suis inscrit sur, à l'époque des sites pour faire des jeux en PHP, sur Pokémon Battle Online, un site qui permettait de jouer à Pokémon en ligne, qui n'était pas incroyable. Et très vite, les gens qui étaient moins gentils que mon microcosme m'ont dit « Ah, Saka, sac à merde !» Ah, cool. Bonne ambiance. Très bonne ambiance. Je me suis dit, c'est pas terrible, je vais peut-être en verser, comme ça fait Sacha comme dans Pokémon. J'aime bien Pokémon et ça sonne mieux. Et après, c'est resté. Très bien.
Écoutez le contrecast pour le pseudo de Quetrus, quand même, faisons la pub pour savoir les origines story. Absolument. Moi, si vous voulez, après, moi c'est Adrien qui va nous tuer, mais peut-être qu'il mettra ça en bonus 2, je sais pas, comme tu veux. Pardon, Adrien. J'ai un épisode à mon nom, ok? Ah d'accord. Tu voulais pas parler de VHS à la base d'ailleurs? Si, mais je sais pas, là c'est parti en roue libre parce que je me suis étouffé avec un bout de fromage. Allez Bon vas-y Quetrus, dépêche-toi, dis-nous pourquoi Quetrus, vite. Ah non, c'est secret. Faut écouter l'épisode. Ah, c'est secret, d'accord, très bien. Et donc oui, effectivement, je demandais à notre invité pourquoi 6388, etc. Puisque 6388 fait partie du vaisseau Hypersensas et ce podcast, comme tous les autres Comics Outcast, Whisperos, Comité Le Défaussé, 20th Century Toys, également C'est Cool C'est Quoi, 6388 aussi, je crois que je n'en oublie pas pour l'instant. Bon, il y a Bungalow, mais c'est un petit peu un projet side. Et bien tout ça, si vous voulez les supporter, si vous aimez, si vous voulez un petit peu les soutenir financièrement pour nous permettre d'acheter, on a déjà acheté par exemple des bonnets, du gel hydroalcoolique, une mallette pour ranger un petit peu tout ce matériel. Pour l'instant c'est au studio, on n'y est pas pour des raisons évidentes, mais en tout cas tout l'argent que vous nous donnez nous permet de payer tout ça, le loyer également du studio. Qu'est-ce que le Patreon? C'est une plateforme participative qui, comme je le disais, vous permet de nous soutenir. 1 euro, 3 euros, 5 euros, 10 euros, 20 euros, même 30 si vous avez envie, si vous êtes un fou ou une folle. Et voilà, ça nous permet de dépenser tous ces trucs-là pour améliorer un petit peu la qualité des émissions, faire des émissions ailleurs quand ça sera possible, organiser des événements quand ça sera possible, faire venir des auteurs et des autrices également. Et puis voilà, vous, si vous faites ça pour nous soutenir, c'est très très gentil. Et en contrepartie, dès 1 euro, vous pouvez écouter certains enregistrements sur le Discord, comme c'est le cas actuellement, notamment Comics Outcast ou 20th Century Toys le font. Vous avez un chan réservé sur le Discord, alors voilà, vous pouvez un petit peu dire des secrets, tout ça. Parfois vous avez des épisodes en avance quand il y a des nouveaux podcasts ou quand il y a des hors-séries, des trucs comme ça, des bonus exclusifs, du contenu exclusif également comme des photos ou des concours, et puis il y a le palier ultime qui vous permet de venir assister à l'émission quand ça sera possible. Désolé à chaque fois de noter cette condition, mais en ce moment c'est un peu compliqué. Et puis il y a un des paliers qui nous oblige à vous remercier nommément, même si ça nous fait très très plaisir. Joanie Julien, tout particulièrement parce qu'elle est complètement folle de nous soutenir à cette hauteur-là. Matt Satonaka, Lionel et Fanny, Pierre Cocard, Rekma, Vincent Desdois, Alak, Yakbar, Pierre Cocard, Perchac et Jean-Baptiste Forestier. On vous fait des bisous car vous êtes dans le haut du panier avec une médaille carrément, avec les honneurs. Voilà, écoutez, c'était le petit point Patreon. On a fait un petit point également pub pour le 6388 et ça c'était très plaisant. Je vous propose de passer à la dernière partie de l'émission qui est le hors les bulles. Le jingle a déjà été fait, donc on ne le fait pas. Quand on a cherché de quoi faire en hors les bulles, on a passé plein de choses en revue et en fait il y avait des trucs qui nous plaisaient, des trucs qui nous plaisaient pas. Et je crois que c'est toi Théo qui a proposé ce dont on va parler tout de suite. Est-ce que du coup je te laisse le loisir en tant qu'invité de nous présenter ce choix et pourquoi et puis voilà, ensuite le débat et puis comme d'habitude. Je peux tenter de présenter ce film. Tu le dois. Origine secrète. Je ne prendrai pas le risque de le prononcer en VO puisque c'est en espagnol et je ne parle pas du tout espagnol. Qui est donc un film de David Galan Galindo. Pareil, je ne dois pas très très bien le prononcer. Très bien. Qui parle un peu de comics. Et à un moment, on cherchait effectivement. Si, non, quand même, là, pour le coup. Un truc à parler. Et je me suis dit, tiens, j'ai vu ça il n'y a pas longtemps. Il y a des choses à dire sur ce film. Ça peut être un bon moyen. Eh ben, très bien. Donc, on suit. Est-ce que je le pitch un peu? Mais vas-y, bien sûr, pitch-le. Allez. Eh ben, on suit l'enquête de deux personnages que tout oppose, je dirais genre une mauvaise critique. Un inspecteur de police extrêmement sérieux et le propriétaire d'une boutique de comics qui, lui, campe vraiment le personnage du gros geek dans tout ce qui peut être cliché. Il a des t-shirts un peu crado, il est gros, il regarde des cochonneries japonaises, vraiment dans le cliché parfaitement du geek comme on le voit plus trop au cinéma, mais en fait si, de temps en temps encore. Ces deux personnages mènent l'enquête car il y a des crimes, des meurtres atroces qui sont commis dans la ville et très vite plus le gros geek que l'inspecteur de police remarque que chacun de ces crimes sont liés à l'origine story d'un personnage de comics, de la vraie vie de la nôtre, pas de la diégèse du film. Ce personnage, ce mec a été assassiné et si on relie un peu les points, ça nous fait pencher à l'origine story de Hulk. Ok, il y a un truc lié aux comics. Et donc très vite, l'inspecteur et le fan de comics se retrouvent à travailler ensemble pour essayer de résoudre cette affaire. Mais t'as pris un exemple au hasard ou il y a vraiment c'est des comics de la vraie vie?
C'est les comics de la vraie vie, ouais. Ah oui. Et donc, ils citent les noms des super-héros et tout ça. T'as pas lu le film? T'as pas vu? Non, j'ai pas vu le film. Bah non, moi, je suis juste présentateur, je vais pas... Ok, d'accord. Ok. Très bien. Ça vaut le coup, c'est un bon nanar. Ah, c'est un nanar, donc. Ouais, je crois que je peux le dire dès à présent. Moi, ça m'a pas enthousiasmé dans l'absolu, mais j'ai passé un bon moment parce que c'était assez rigolo. C'est difficile de bien assez déterminer. Rigolo, tout à fait. J'ai eu du mal à bien définir, et c'est le propre du nanar, donc tout allait bien, mais à quel point c'était premier degré ou pas. Mais régulièrement, c'est pas terrible, mais ça amène un truc qui est assez rafraîchissant. J'ai passé un bon moment, on a bien ri, on s'est un peu moqué. Il y a quelques fulgurances un peu rigolotes, notamment une fin qui n'est pas dénuée d'intérêt, mais que je vous spoile pas évidemment. Clairement, si à un moment vous avez un petit temps et vous voulez regarder un truc pas prise de tête, c'est agréable. Fanny nous demande sur le Discord si c'est Netflix Party Material. Je rappelle, Netflix Party, c'est via une plateforme annexe, on lance tous le même film Netflix, il y a un chat à côté et on peut regarder le film ensemble. Du coup, ça marche, ça, c'est un bon client pour Netflix Party. Totalement. Je pense, ouais. Ok. Attends, j'ai envie de donner la parole à Ketrus parce que quand t'as dit nanar, Ketrus il a dit non et du coup ça m'intéresse fortement. C'est une série Z. Ah d'accord. Oui, clairement. Ouais. Voilà. Bonjour, Joel Pinailleur. Vas-y, Théo, pardon. Bah non, mais c'est bon. Donne-nous ton avis. Ouais, non, tu peux nous raconter un peu. C'est très plaisant. On avait fini sur l'histoire, non? Mais ouais. c'est très plaisant. C'est bourré de clichés. C'est pas très bien raconté. Il y a des raccourcis dans tous les sens, machin. Mais au final, tu te laisses porter. Et puis en fait, il y a quand même des idées visuelles qui sont assez sympas. Les costumes des méchants et des super-héros à la fin, je le trouve pas si pourri que ça. Et voilà quoi. Après voilà, ça casse pas trois pattes à un canard. C'est pas non plus, c'est pas le film du siècle quoi. Mais voilà, le personnage de la flic est assez marrant quoi. En fait, elle est cosplayeuse et elle fait des cours de costumes de cosplay dans l'arrière boutique du gars en fait qui est spécialiste des comics. Et voilà, rien que ça, je trouve ça assez rigolo quoi. Mais voilà, c'est pas non plus. Surtout voilà, qu'elle enlève un peu de cette épine très très cliché où elle est un peu là pour dire bah regardez, je suis une jolie flic avec de la poigne et je suis à un poste important et je fais du cosplay parce que c'est cool, regardez, je suis là quoi. Alors ça c'est vrai, en fait dans les discours, c'est marrant parce que les discours, je sais pas ce que t'en penses, cassent un peu les clichés, c'est-à-dire que t'as le gros propriétaire de comics qui est complètement dans le cliché du geek et la flic est quand même cosplayeuse sexy quoi, qui est quand même un gros cliché. Mais par contre en fait dans les discours, c'est un discours vachement tolérant et le flic que tu dis, le flic sérieux, moi j'aurais dit désagréable, il s'en prend plein la gueule en fait et il s'en prend plein la gueule sur ces clichés très petit quoi, pas très intéressant sur le monde des geeks et ça c'est rafraîchissant, ça c'est cool. En fait, moi j'ai vraiment eu le sentiment que c'était un film de geeks qui voulaient présenter leur univers à leur famille, à leurs parents, en mode ouais en fait on nous casse du sucre sur le dos en permanence et bah là vous voyez en fait on peut être cool, on peut être les héros. Il y avait un petit peu ce côté-là, je trouvais. Et après, j'ai trouvé ça assez fun. Il y a plein de trucs mal racontés. C'est clairement on fait ça copie totalement, mais avec une volonté de le faire Seven. Ça reprend pas mal de. C'est bourré d'easter eggs. Il y a un côté charmant en fait dans ce truc. T'as un faux caméo de Stan Lee au début. Oui, putain. Tellement abusé. Il est sorti quand ce film? Parce que il est sorti cette année, il est sorti à la fin de l'été. Donc Stan Lee était déjà mort. Voilà. C'est pour ça. Ça me fait un peu penser aux séries en fait où il y a toujours un gars qui a rien à voir qui aide les flics, genre Mentaliste ou Castle. Tu sais, c'est des gars qui ont rien à voir, mais leur spécialité, vu que ça touche le coupable, ils aident la police. Et du coup, ça aurait complètement pu être une série télé. Vous auriez regardé si c'était une série télé ou pas? Clairement, je pense que ça aurait peut-être mieux marché en série télé. Parce qu'une fois que tu es arrivé à la fin, toute l'histoire se déroule, mais une fois arrivé à la fin, en fait, on te présente, c'est clairement une origin story à la Batman, puisque c'est l'histoire de Batman qui est calquée dans cette histoire. Et en fait, tu aurais envie
d'avoir ça comme petite série décontracte de temps en temps. Allez, pour rigoler, on rigole là-dessus. Ça pourrait être sympa. D'accord. Mais donc, on conseille ou on conseille pas? Ce qu'il y a à voir sur Netflix, rien que Netflix déjà et tout le reste, est-ce que c'est quand même un truc à regarder? Franchement, pour une Netflix partie, c'est très rigolo. Tu passes un moment, il y a des personnes, il y a et l'un des bons points aussi, c'est que l'acteur qui joue le mieux, c'est le père du geek qui est un flic qui va partir à la retraite. Et c'est lui qui joue le mieux. Et c'est lui aussi qui représente le plus le monde réel, en fait. C'est lui qui essaye de garder son fils. Il le protège parce que c'est clairement un gosse, quoi, cet enfant qui en plus le père et lui vivent un deuil. C'est celui du frère qui était policier pour suivre les traces de son père et pour lui faire plaisir et qui est mort en service en voulant jouer les héros. Et il joue ce double deuil et je sais plus ce que je voulais dire. Il est bon, effectivement. C'est un des personnages qui est un peu normal. Qui n'est pas caricature. Qui n'est pas cliché, ouais. Et en même temps, il est touchant et vraiment, il protège son fils. On n'est pas dans le cliché non plus du père dur qui va enfoncer j'ai perdu le meilleur de mes fils et tout ça. On évite quand même pas mal d'accueils de ce type et c'est assez sympa. Les costumes, moi, je les ai pas trouvés dingues en général. Alors je vois Reagan qui met sur le Discord l'image du méchant qui lui est assez classe et le méchant en lui-même est assez chouette aussi, je trouve. T'as quand même des effets, t'as des effets visuels sur la cape à la fin, c'est plutôt pas mal, quoi. Le combat est pas trop pourri au final, tu vois, ça se prend pas au sérieux, mais ça se prend pas au sérieux, ouais. Quand même. Oui, mais j'ai pas envie de spoiler en fait. Du coup, j'ai pas envie de dire pourquoi ça fonctionne. Mais oui, en effet, ça fonctionne. Du coup, vous l'avez maté en VO ou VF? Parce que VO c'est espagnol, du coup. C'est en VO. Ouais, bon, ça va. Il y a d'autres séries qui sont. C'est trop cool d'entendre de l'espagnol en fait. Ouais, c'est en vrai, plus, c'est trop rigolo. T'as envie de faire des phrases à la con qui veulent rien dire. D'une manière générale, c'est un bon nanar, donc on le conseille. En gros, c'est ça le résumé. Ouais, clairement. Vous allez passer un bon moment. Et puis c'est cool d'avoir un film qui parle de comics sans qu'il y ait des super-héros directement et qui s'inspire du média plutôt que de reprendre une histoire des comics, quoi. Ouais, oui, références, ouais. Mais vraiment les références sont réelles. On les connaît toutes en plus, tu vois, c'est assez rafraîchissant là-dessus, ça fait plaisir. C'est vraiment pas pour les geeks, c'est plus pour les personnes qui. Ouais, j'ai vraiment le sentiment de ce que je disais tout à l'heure, quoi. C'est pour essayer d'amener des non-geeks à cet univers et puis voilà. Eh bien, très bien, ça sera le mot de la fin. Juste, vas-y, Théo, le mot de la fin. Vas-y. Vas-y. Voilà, j'empiète sur le mot de la fin, mais parce que j'ai découvert ça tout à l'heure, donc j'ai regardé que les 4 premières minutes. Mais David Galan Galindo, donc le réalisateur, nous a également offert un court-métrage qui s'appelle The King and the Worst, qui est sur YouTube en espagnol sous-titré, dont le pitch est: pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des choses horribles qui sont arrivées, mais on n'en a jamais entendu parler, car le monde a été sauvé par 2 soldats, Jack Kirby et Ed Wood. Ok. Eh ben, je vais regarder ça. C'est au niveau costume de GN, mais les 4 premières minutes, ça m'a donné envie de voir la suite. Eh ben, écoutez, on a noté son nom. On remettra ça de toute façon dans les détails de l'épisode. Et là, je peux le dire, c'est la fin de l'émission. Ouais. Déjà ? Bah oui, écoutez, on a essayé de faire court, on a fait normal, on s'est pas trop étendu. Merci Théo d'être venu, d'avoir passé une tête et d'avoir joué le rôle de chroniqueur l'espace d'un instant. C'était bien cool. Absolument quand tu veux. Quand vous voulez, je me suis beaucoup amusé, donc grave. Eh bah tant mieux. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on aime le jeu de société, si on aime ce que t'as dit sur les comics, ou juste si on veut te faire coucou? Où es-tu? Je suis beaucoup sur Twitter sous le nom Théo_Sacha et un peu sur Instagram, mais globalement surtout sur Twitter, c'est le meilleur endroit. Et puis pour 63,88 2 fois par mois. Très bien. Et tu passes de temps en temps sur le Discord? Souvent même. Je suis généralement là. Ah bah très bien. Merci encore d'être venu. Kétrus, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut parler de cosmonautes chelous avec des trucs organiques et de cosmonautes chelous et du rose sur du rose? Et du rose sur du rose. Sur Discord, bien entendu.
J'y suis tous les jours, c'est trop bien. Franchement, je le dis à chaque émission, mais cette communauté, elle est géniale. C'est vrai. Et on a plein de discussions sérieuses, pas sérieuses, et dans une super ambiance et un respect qui est assez rare. Voilà. Donc venez, et c'est trop bien, il y a plein de belles personnes. Très bien. Samuel, Sam le Piranha, où peut-on te traquer ? Écoute, en ce moment, vous pouvez un petit peu m'entendre de temps en temps sur des émissions qu'on avait enregistrées avant le confinement avec Zef et Alex dans certains épisodes du Défaussé, donc. Ouais. Voilà, je leur fais des bisous à tous les deux. Et j'essaye d'être un peu plus présent sur le Discord. Ça reste un peu compliqué pour moi, mais j'essaye d'être là un peu plus. Donc, écoutez, si vous me voyez, vous pouvez m'envoyer un petit message. Très bien. C'est lui qui a réalisé cette émission, merci encore à lui. Adrien Larouzé, as-tu un micro pour nous dire où on peut te retrouver peut-être ? J'ai tout à fait un micro, je me bats avec Craig qui veut absolument pas continuer à enregistrer, mais bon, voilà, c'est la base. On l'emmerde. Absolument. Écoute, on l'emmerde, normalement on a tous des copies locales de nos enregistrements. Exactement. Ah mince, voilà, j'ai pas appuyé sur le bouton. Et donc, si on veut te retrouver, que fais-tu ? Quelle est ton actu ? Où te poursuit-on-tu ? Alors, le mieux, c'est d'aller encore sur Twitter. Ouais. Sinon, le Discord également, hein, c'est plutôt bien. J'ai également un Instagram au nom habituel, à savoir Adrien Larouzé, Larouzé, Larouz 2E, où je poste des petits blip-bloop. Oui. Voilà, et puis... le tout team habituel, voilà. Très bien. Eh bien, merci à vous quatre. Merci. Ah si, pardon, attends. Ah, pardon. Si je peux dire un dernier truc. Bien sûr. Déjà, Craig m'emmerde. Mais je vais dire un autre truc. C'est que il y a le dernier comité qui est sorti, à savoir le 20, que j'ai pris énormément de plaisir à monter et qui était le dernier épisode enregistré au studio avant le confinement, est un épisode qui me tient à cœur parce que je le trouve assez joli et que... Mais peut-être que c'est un podcast qui parle de quelque chose d'un peu plus profond que Jean-Claude Van Damme et sa filmo, et que ça parle aussi de ce que c'est que Hollywood, ce que c'est que la drogue, ce que c'est que la maladie mentale. Et je trouve ça très intéressant, voilà. Et je rajouterais que je pense que les gens se rendent compte qu'il y a du travail technique derrière ce podcast parce que c'est très produit, c'est très cut, il y a beaucoup d'inserts, etc. Mais je sais pas si tout le monde se rend compte parce que c'est vrai que quand on communique, on dit souvent Juliana et Ben, on te met aussi dedans parce que pour moi, on est trois, quoi. Mais j'espère que les gens se rendent compte que tu fais un boulot de malade. C'est le podcast sur lequel tu travailles le plus de tout VHS et t'en fais beaucoup. Donc voilà, j'en profite pour te remercier une énième fois parce que Kumité n'aurait pas du tout cette gueule-là si t'étais pas là. D'ailleurs, maintenant, on enregistre en prévision de ton travail. On s'est adapté à toi plutôt que l'inverse. Et donc, j'en suis très content, j'en suis très fier. Donc, merci infiniment à toi, également à Julie. Avec plaisir. Voilà, écoutez, tout mielleux, Ben. C'est clair. Mais Adrien Jolet, j'imagine aucun projet sans lui, voilà, tout simplement. Un petit jeu de mots quand même. Un petit jeu de mots. Alors c'est un curé qui rentre dans un concombre. Non. Donc oui. Fin d'émission, merci beaucoup à tout le monde. Merci à tous les quatre d'avoir partagé, même Adrien, d'avoir partagé votre passion, parce que c'est la passion. Je vous embrasse. Merci aux auditeurs patronautes qui nous ont écoutés en live. Merci aux autres auditeurs et auditrices de nous suivre tous les 15 jours. On vous embrasse. Et puis peut-être un petit bonus patronaute juste après. Voilà. Écoutez, tout simplement. Lisez des comics, regardez des nanars. Et puis à dans 15 jours. Absolument. Salut. Et des bisous. Love. Bisous. Allez, ciao. Vas-y, Kétrus, dis-nous pourquoi Kétrus. Pourquoi Kétrus ? Oh là là, c'est compliqué.